L'objet donc de cette petite réunion thématique, je fais les propos introductifs et puis en espérant que Lorraine nous rattrape, puisque je compte bien sur elle pour co-animer avec moi. Donc un petit point d'étape sur la mesure sociale et une fois aux questions, hein, l'objectif c'est effectivement d'être interactif, donc posez vos questions. Euh, on a fait des thèmes, donc essayer de poser des questions au moment des thèmes. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? Euh, voilà, comme ça, donc il y a 7 thèmes. Euh, Donc, essayez de poser vos questions au fur et à mesure des thèmes, comme ça on les regroupe par thématique et ça permettra, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de questions communes si vous êtes 30 participants, de les répartir sur les thèmes. Le premier, c'est la demande d'activité partielle. Le deuxième, c'est l'indemnisation d'activité partielle. Alors, ça a beaucoup bougé, notamment suite aux questions-réponses de vendredi dernier, puisque l'administration s'est enfin positionnée sur le mode de calcul. Le troisième, c'est arrêt de travail, activité partielle. Donc là, l'actualité est brûlante, beaucoup de problématiques en paye sur les cumuls, arrêt de travail dérogatoire versus activité partielle, arrêt de travail classique versus activité partielle. Quatrième thème, télétravail et activité partielle. Cinquième thème, les congés payés, activité partielle. Sixième Les gens thème, doivent ça me a voir de la bougé vidéo, je me vois là, pendant la mais nuit. On t'entend, Lorraine, j'entends rien du tout, quoi. On t'entend Lorraine, bien, hein. Alexandre, tu peux voir ce qui se passe pour moi, je n'entends pas. Tu vois, il y a des gens qui n'entendent pas. donc Moi, rupture je conventionnelle suis et censée être procédure animateur. disciplinaire. Tu vois, on m'entend. Oui, Lorraine, on t'entend? Tu nous entends? Oui, j'ai verrouillé son micro en attendant. Vas-y, continue, pas de souci. Ok. Et le thème 7, c'est la gestion des IRP. Est-ce que ça vous va comme organisation? Si c'est le cas, faites un gros pouce, like ou voilà pour montrer. C'est bon, Euh, ils OK. Mais j'ai mis les écouteurs. voilà, l'idée c'est vraiment de travailler par thème. On avait prévu une co-animation, bon, en espérant que ça fonctionne. N'hésitez pas, ça a bougé pendant la nuit, il y a eu pas mal de textes, c'est un peu la difficulté du moment, vous y êtes confrontés au quotidien. Là, par exemple, cette nuit, ils ont bougé sur la rupture conventionnelle, sur les forfaits jours, sur les cadres dirigeants. Donc, tous les jours, il se passe quelque chose. Il faut être, à mon avis, et nous, on a une posture assez juridique, rigoriste. Je pense que je peux pas toucher ton clavier, c'est ça. Ah, c'est pas grave, Alexandre, j'entends vraiment. Instant. Je peux pas Est-ce que le micro de Lorraine, ça fait énormément de bruit? J'ai l'impression qu'il y a un train qui Attends, passe. c'est ça, c'est Edge qu'on utilise. j'imagine. Moi, j'ai vraiment Ok, un train. alors. Voilà, ouais. Voilà, je vais reconnecter le serviette. Voilà, il y a des bruits paradis de chez Lorraine, tant pis, je vais animer et puis elle nous rejoindra si ça marche. Donc moi, la posture qu'on a prise au sein du cabinet, c'est la suivante. Il y a des annonces de partout, il y a des postures politiques, il y a des annonces de l'administration, des postures de l'administration. Mais en tant que juriste, nous, on est vraiment sur le texte, rien que le texte. Et effectivement, qui est parfois en contradiction avec les annonces politiques, parfois en contradiction avec les annonces de l'administration. Donc, nous, on va vous donner notre avis juridique à date, et je dis bien à date, sachant qu'il y a eu des textes dans la nuit que je ne maîtrise pas encore sur le bout des doigts, et je m'en excuse, mais bon, je pense que globalement, je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, on avance sur le thème, Alexandre, s'il te plaît. Alors, les fondamentaux. Alors non, il y a une slide avant. Voilà, parfait. Donc, on est sur une demande d'activité partielle. Il faut savoir que la demande d'activité partielle, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, ce qu'on appelait avant le chômage partiel, qui s'appelle en réalité l'activité partielle depuis maintenant 2013. C'est un dispositif qui est temporaire et partiel. Il faut avoir en tête que ce n'est qu'une prise en charge temporaire des salaires et une absence de paiement des charges sociales. Donc, ça ne couvre pas l'intégralité des pertes d'exploitation. Donc, sur le plan de la trésorerie, on fait l'avance du maintien de salaire dans la limite de l'indemnisation aux salariés. Donc, comment ça se passe au niveau des demandes d'activité partielle? J'ai 3 étapes. Je vais sur le portail activitépartielle.gouv.fr. Je demande de créer mon compte. Je vais recevoir 3 mails. Premier mail, mon identifiant. Deuxième mail, le mot de passe. Et troisième mail, l'habilitation. Ce n'est qu'une fois reçu ce troisième mail de l'habilitation que je vais pouvoir implémenter, c'est-à-dire faire ma demande.
quand je fais ma demande, je remplis l'ensemble des coordonnées de mon établissement. Ensuite, je dois chiffrer mon besoin, ma volumétrie d'heures. Je donne les coordonnées bancaires qui permettra de me faire rembourser par l'État. Donc là, c'est une décision de l'administration. Donc l'administration prend sa décision. Donc concrètement, vu l'afflux massif de demandes, c'est quasiment que des autorisations implicites qui m'autorisent à utiliser le droit que j'ai demandé. Donc petit conseil, si ce n'est pas encore finalisé, la demande, demandez pour 6 mois le maximum d'heures possible. Ça vous évitera de faire un avenant ou une nouvelle demande, puisqu'on verra qu'il y a des contraintes juridiques si on fait une nouvelle demande. Donc là, le dispositif un peu spécifique Covid-19, donc à date, ça peut bouger encore, mais la durée de l'activité partielle, normalement, c'est limité à 6 mois. Donc là, on est parti jusqu'à 12 mois. Mais je ne préconise pas forcément 12 mois par rapport à vos activités. Bon, ça, c'est chacun qui doit voir par rapport à son secteur d'activité. Si vous êtes un jeu spécialisé dans les hôtels, cafés, restaurants, bon, c'est vrai que c'est les activités ou l'événementiel, c'est les activités, on va dire, les plus touchées. Ce qui est tourisme événementiel, activités de loisirs ou de culture. Mais bon, moi, j'ai plutôt conseillé aux clients, alors dans un premier temps, l'administration avait pris une posture, c'était, vu que c'est le Covid, c'est 30 juin, sauf que là aussi, il n'y avait aucun texte, c'était déjà 6 mois, maintenant on peut aller à 12. Moi, globalement, je conseille 6 mois, sauf circonstances particulières. Deuxième point, la prise en charge. Donc là, c'est la bonne nouvelle, elle est prise en charge, il y a le coût des salaires pour les salariés est pris en charge à hauteur de l'intégralité de ce que vous allez leur payer dans la limite de 4,5 SMIC. Donc, il y a quand même de la marge, c'est des salaires de plus de 4 800 €. Donc, tous les salariés qui gagnent moins de 4 800 €, coût pour l'association, si vous avez l'autorisation, 0 €. Okay. On a également, dans le cadre des prises en charge par l'ASP, les cadres dirigeants et forfait jour, alors qu'avant, c'était un peu particulier la problématique. Ensuite, il y a la possibilité de faire l'autorisation a posteriori, c'est-à-dire postérieurement à la demande, à la mise en activité partielle, parce que dans les faits, ça vous a pas échappé, il y a quand même beaucoup, depuis le 17 mars, beaucoup d'entreprises qui sont passées en activité partielle. Normalement, on doit faire la demande préalablement, ce qui n'est effectivement... Alors, j'ai plus le PowerPoint, Alexandre, sous les yeux. Oui, tu dois avoir Lorraine en grand. C'est voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on peut le faire dans les 30 jours suivants. Donc c'est normalement jusqu'à demain. Sauf que l'administration, là encore, s'est positionnée en disant qu'on pouvait le faire jusqu'au 30 avril. Là encore, pas de textes légaux qui ont confirmé cette posture de l'administration. C'est dans un question-réponse qui est paru le 10 avril, donc vendredi dernier. Donc normalement, on est sur la deadline, puisque c'est demain, pour ceux qui sont en chômage partiel depuis le 17. Néanmoins, l'administration, c'est l'annonce qu'elle a faite, donc je ne vois pas pourquoi elle n'irait pas dans ce cadre-là. On peut faire la demande jusqu'au 30 avril. Ensuite, c'est le traitement accéléré des demandes. Normalement, c'est 15 jours. Donc l'administration, on fait la demande, elle a 15 jours, et elle instruit, elle vous appelle. Normalement, il y a même des rendez-vous avec l'inspecteur du travail, etc. Là, c'est pas du tout le cas, vu le contexte de crise, la brutalité de la crise. On reçoit un accusé de réception qui fait courir le délai de 48 heures. Et on va dire 9 fois sur 10, il ne se passe rien. On a une homologation, une autorisation tacite au bout de 48 heures. Et dernier point du slide, sur la consultation du CSE, normalement, c'était préalablement. Et là encore, compte tenu de la brutalité des entreprises qui sont passées en activité partielle dès le 17, 18, ça dépend, ou 16 mars, on a 2 mois. Donc, c'est que les structures de plus de 50 ETP déjà. Donc, même si vous avez un CSE moins de 50 ETP, il n'y a rien à faire. Si c'est plus de 50 ETP, dans les 2 mois, il faut justifier de la consultation du CSE. Voilà pour les grandes spécificités Covid-19 de la demande d'activité partielle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un chat à droite. Il y a une première question. Si nous voulons maintenir le salaire à 100%, nous pourrons avoir le remboursement total. Donc, non. Le remboursement, c'est à hauteur. Donc, il y a 2 choses. Il y a l'indemnisation que vous allez verser aux salariés et l'allocation qui va vous être remboursée par l'État.
l'indemnisation que vous allez verser aux salariés, oui, vous pouvez verser plus que le minimum. Hein. La loi nous dit que c'est 70%, ça s'impose aux salariés. Néanmoins, si vous versez 100%, personne ne vous le reprochera. Par contre, ce sera à votre charge et ce ne sera pas remboursé. Mais vous gagnez quand même les charges sociales, hein, cotisations sociales, les charges alignées, et vous bénéficiez du taux de CSG et CRDS préférentiel. Donc ça, c'est pour la partie ce que je paye aux salariés, mais je ne me ferai rembourser que dans la limite de 70%. Excusez-moi, j'ai un petit problème de garde d'enfant. Donc voilà. Ce que ça répond à votre question, donc vous ne serez pas, si vous maintenez le salaire à 100%, vous ne serez pas remboursé de l'intégralité, vous serez remboursé que dans la limite des 70%, mais vous bénéficierez quand même des exonérations sociales et fiscales. J'ai une deuxième question. Une personne en intercontrat peut-elle bénéficier de l'activité partielle? Alors l'activité partielle, il faut savoir qu'elle est demandée au niveau de l'entreprise et quand il y a plusieurs établissements, au niveau de l'établissement. Donc, c'est l'activité du groupement d'employeurs qui va baisser parce que vos adhérents n'ont, par exemple, les chantiers sont fermés, les restaurants sont fermés, l'entreprise est fermée. Donc, de fait, vous êtes impacté parce que votre activité va baisser. Mais peu importe qu'elle soit en intercontrat ou pas, vous faites la demande, vous demandez le maximum d'heures indemnisables, et après, selon, elle peut être en activité partielle totale, c'est-à-dire que la personne n'a plus du tout d'activité, ou en activité partielle réduite, c'est-à-dire qu'elle va avoir une quote-part d'activité partielle et une quote-part de temps de travail effectif payé classiquement par rapport à son taux horaire. Donc c'est là où il faut avoir une traçabilité quand on est en activité partielle réduite des heures de travail travaillées et celles qui vont être indemnisées. Donc je dois avoir un document récapitulatif interfacé avec la paye, on y reviendra, pour bien tracer le temps travaillé du temps indemnisé, puisque l'État va faire beaucoup de contrôle. J'ai une autre question. Ouais, alors voilà, j'avais dit on va faire par thème, ça c'est le point numéro 2, hein, c'est sur les indemnités, donc j'y reviendrai pour la question sur les travails du dimanche et les majorations. Alors, les retours d'expérience sur les demandes d'activité partielle, hein, globalement, les délais, moi j'ai eu très peu de refus, j'ai eu des invalidations pour plutôt des très grosses boîtes parce que certaines directs demandaient en quoi il y avait un impact compte tenu de l'activité, mais c'est en termes de posture politique, ils veulent pas qu'il y ait de refus, donc ils font des invalidations, donc il faut documenter les raisons objectives qui conduisent à une baisse d'activité. Voilà. Deuxième point, ils avaient annoncé la possibilité de faire des demandes pour les multi-établissements centralisés. L'outil informatique n'est pas encore en cours. Voilà, donc si vous avez eu des difficultés pratiques, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Sachant que, est-ce que je peux, oula, c'est très peu lisible le schéma, est-ce que je peux contester une décision administrative de refus? La réponse est évidemment oui, hein, c'est une décision administrative qui fait grief, donc j'ai toutes les voies de recours classiques, au même titre qu'un permis de construire qui vous serait refusé, vous pouvez faire un recours gracieux, un recours contentieux, donc là c'est la compétence du ministre du Travail, ou aller directement devant le juge, dans la juridiction administrative, le tribunal administratif. Donc pour l'instant on n'en a pas lancé, hein, puisqu'il y a eu très peu de refus à notre connaissance, il y en aura, je pense, puisque l'administration a la faculté de refuser, mais voilà, ils ont bien communiqué au niveau de l'État qu'ils allaient ouvrir les vannes, donc on verra que oui, sur le principe, ils ont ouvert les vannes, donc ils ont autorisé l'activité partielle pour le plus grand nombre, alors, sauf si vous me dites que vous avez eu des refus ou des problématiques à ce niveau-là, n'hésitez pas, hein, l'objet c'est d'échanger, de débattre. Donc oui, il n'y a pas eu de refus à date. S'il y en a, il y a des possibilités de contester, hein. Donc il faut pas hésiter. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point de l'activité partielle, hein, sachant que là, il y aura des parties dédiées à tous les sujets. Alors voilà, lors de ma demande d'activité partielle, j'avais bien le PV du CSE, mais je n'ai pu le joindre. Comment dois-je faire? Alors, c'est une problématique qui est liée au serveur, hein, du informatique activité partielle.gouv.fr qui a été saturé avec beaucoup de maintenance. On est passé, je crois, de 2000 demandes en moyenne par mois à 200 000 demandes
sur les premières semaines. Donc, imaginez le serveur. Donc, ça a fait bugger complètement le site et on ne pouvait plus, sur les 2 premières semaines, télécharger, enfin, uploader des documents via le site. Donc, oui, on peut le. Alors, ça ne remet pas en cause. Hein, j'imagine que vous avez eu une autorisation d'activité partielle d'ici là. Vous avez 2 mois pour le communiquer. Vous pouvez le faire. Il y a des adresses mail en fait qui permettent de le faire. C'est une adresse mail qui est assez générique. C'est juste le numéro du département qui change. Alors, je ne sais pas si Lorraine m'entend, que tu pouvais mettre l'adresse mail générique de l'activité partielle, ou sinon vous appelez la directe, ils vont vous la donner, enfin votre direct, l'union départementale de la directe du ressort de l'établissement. Ils vont vous donner l'adresse mail pour que vous l'adressiez, mais pas de risque juridique à ce niveau-là, puisqu'effectivement, c'était un problème technique. De même qu'aujourd'hui, on peut, à nouveau, là, depuis une semaine ou 10 jours, uploader des documents, notamment pour justifier la réduction d'activité, ou transmettre le PV du CSE. Il en demeure pas moins que c'est limité en nombre de poids, donc on ne peut pas mettre beaucoup de documents. Donc, de toutes les manières, quand il y aura des contrôles, on vous demandera de justifier. S'il y a contrôle, il y a, et vous transmettrez à ce moment-là le PV. Mais bon, idéalement, moi, je vous invite à faire quand même un mail à votre inspecteur du travail, si vous avez les coordonnées, pour qu'il transmette au service activité partielle. Il y a un service activité partielle au sein de chaque unité départementale, avec une adresse mail dédiée par unité départementale. Voilà, on va vous la transmettre si Lorraine m'entend, mais vu qu'elle est au téléphone, je ne pense pas. Mais bon, pas de risque juridique, hein, Madame Billard, par rapport à cette problématique. Est-ce que la réponse vous convient? Parce que je ne sais pas, j'ai peu de retours. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette activité partielle? Est-ce que vous avez des difficultés sur... Alors, il y a eu quelques groupements d'employeurs, structures ou autres qui ont fait des toutes petites demandes à la semaine, hein, parce qu'ils ne savaient pas que... Donc, malheureusement, il faut faire une nouvelle demande qui signifie qu'il faut prendre des engagements en termes de maintien dans l'emploi. C'est la difficulté, c'est qu'on peut faire une nouvelle demande, mais il faut, dans ces cas-là, faire impérativement de prendre des engagements sur l'emploi. Donc, prendre des engagements sur l'emploi, concrètement, vous verrez, hein, quand vous remplirez une nouvelle demande, si vous avez fait une demande sur une semaine ou 2 semaines, et que, bon, ça se poursuivra jusqu'au 11 mai, plus selon vos secteurs d'activité, hein, et encore 11 mai, c'est pas définitif. Il faudra faire une demande complémentaire. Donc, vous verrez si c'est une nouvelle demande, ils vont vous dire quels sont vos engagements, quels engagements allez-vous prendre sur l'emploi. Vous mettrez, par exemple, de ne pas faire de licenciement économique pendant la période d'activité partielle. C'est un engagement de maintien de l'emploi. Donc, j'ai une question. Est-ce que la pause des congés payés N-1 est nécessaire? Par rapport à la demande, donc non. En fait, habituellement, en vitesse de croisière, quand on fait une demande d'activité partielle, nous, ça nous arrive assez fréquemment pour nos clients. Par exemple, j'ai une usine qui brûle, ou j'ai une baisse d'activité parce que j'ai moins de commandes, mais je veux garder la compétence de mes salariés, je sais que je vais avoir du business qui repart. Je vais faire une demande d'activité partielle. En général, c'est un dispositif, on va dire, supplétif, c'est-à-dire qu'il arrive en dernier recours, l'activité partielle. Donc, dans ce cadre-là, parfois, on m'impose, et c'est souvent le cas, hein, de tout mettre en œuvre en interne, donc solder les RTT, les congés payés dans la mesure du possible, on y reviendra, pour avoir l'autorisation. Ce n'est pas le cas dans le contexte Covid-19, puisque je n'avais pas le temps. Donc, sur la partie « Quelles mesures avez-vous prises avant ?» vous mettez rien compte tenu de la brutalité de la décision. Hein. On se rappelle tous de l'annonce de chef de guerre de notre président Macron. Donc, le lundi soir, il annonce que c'est la fin du monde. Donc, le mardi, tout s'arrête. Donc, j'ai pas eu le temps d'envisager la prise de congé, le solde de mes RTT, etc. Je peux le faire, on verra a posteriori. Hein, on y verra dans le détail sur ces questions-là tout à l'heure. Mais c'est pas, Madame Michel, c'est ça, c'est pas nécessaire pour obtenir l'autorisation, mais je dis bien compte tenu du contexte Covid-19. En vitesse de croisière classique, oui.
Alors, notre demande est accordée pour un nombre de salariés et d'heures. Si on reste dans le volume d'heures accordé, peut-on rajouter un salarié sans passer une nouvelle demande? Alors, théoriquement, non. Pratiquement, oui, parce que, en fait, en réalité, ce qu'ils vont regarder au moment du remboursement, l'ASP, hein, c'est bien s'assurer qu'on est dans la volumétrie des heures. Voilà. Ils ne regardent pas, en fait, en nombre de salariés, ils regardent en termes de volumétrie des heures. Mais bon, dans l'absolu, c'est pour ça qu'il faut plutôt voir large au moment de la demande, parce que c'est entre guillemets, un bon à tirer. C'est-à-dire qu'on a un droit à, je sais pas, 200 000 heures pour 40 salariés. Je suis pas obligé de tout utiliser, mais je peux pas aller au-delà. Voilà. Mais effectivement, théoriquement, la question, il faudrait faire une nouvelle demande. Pratiquement, il y a peu de risques, mais bon, si vous voulez prendre aucun risque, faut faire une nouvelle demande pour mettre à jour par rapport au nombre de salariés concernés et au nombre d'heures concernées. Ça, c'est pour Monsieur Serre. N'hésitez pas, hein, si vous voulez plus de compléments, vu qu'on ne parle pas et que c'est que par écrit, dites c'est clair ou j'ai besoin de plus d'informations. Madame Serre, pardon. Oui, parce que j'ai pas le détail. J'avais une personne qui aurait fin RC le 6 avril. J'ai appris entre-temps que du coup, elle n'était pas prévue en chômage partiel. Comment faire? Alors, on reviendra sur les ruptures conventionnelles, puisque ça a changé dans la nuit, entre le délai de rétractation et le délai d'homologation. Donc, on fera un focus là-dessus. Le principe général, c'est que tant que le contrat n'est pas rompu, oui, je peux faire du chômage, mettre la personne en activité partielle. Hein. Ce n'est qu'au moment de la rupture du contrat de travail que je dois la sortir de mes effectifs et donc elle bénéficiera plus de l'activité partielle. Alors, si elle n'est pas prévue, dans l'absolu, il faudrait faire une demande complémentaire pour l'intégrer. Peut-être plus simplement contacter la directe. Alors, ils font ce qu'on appelle de la cuisine interne, c'est ce qu'ils appellent un avenant à la demande initiale. Donc, c'est pas une nouvelle demande, c'est un avenant. Ça repose sur aucun texte. Mais moi, j'ai eu des clients qui l'ont fait, qui ont contacté les services de l'activité partielle, qui ont répondu, qui ont fait un mail en modifiant uniquement le nombre de personnes sans avoir à refaire une demande. Voilà. Donc, vous essayez de contacter la directe dans un premier temps et si vous voulez bien faire une nouvelle demande. Voilà. Si des salariés sont en modulation, est-ce que leur compteur doit être à zéro? Alors, on verra sur les problématiques de paye. La réponse, c'est non. Hein. On déduit le compteur théorique. Hein, s'ils sont à temps plein, c'est 35 heures par semaine. Hein. Ça, c'est très clair au niveau de la modulation. Donc, le compteur n'est pas à zéro. Je vous propose de passer, parce que le temps avance, on a quand même un certain nombre de thèmes, au thème numéro 2. Est-ce que Lorraine, non, elle est toujours au téléphone? C'est dommage, c'est un point qu'elle était censée... Oula, c'est pas très clair. Alors là, ça a changé par rapport au slide, donc on va y revenir. Donc là, on avance dans le temps. On a eu l'autorisation de l'administration, on fait ses bulletins de salaire. Je rappelle la règle du jeu. Je fais mes bulletins de salaire. Sur la base d'un taux horaire qu'on va déterminer ensemble, que je multiplie par, on détermine l'assiette du maintien de salaire, on applique un taux de 70% et on multiplie par le nombre d'heures indemnisées. Donc, si c'est un salarié qui est à temps plein, on verra, c'est simple. S'il a travaillé une partie et qu'il est en activité partielle réduite, il faut faire une ligne avec son taux horaire classique et une ligne avec le taux horaire minoré à 70% dans les conditions qu'on va définir. Je paye mon salarié, donc j'avance en trésorerie, je fais la demande de remboursement sur le portail ASP, et dans le cadre de la demande de remboursement sur le portail ASP, je me ferai rembourser par l'État. En moyenne, c'est 12 jours max. Alors aujourd'hui, ça va plutôt vite. Hein. Moi, j'ai les retours des clients que j'ai eus, c'est en quelques jours, on est remboursé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait pour la paye du mois de mars, si vous avez fait votre demande de remboursement. Mais globalement, ça va plus vite que prévu. Alors, moi, je pensais qu'au contraire, ça allait prendre plus de temps qu'habituellement, où ils s'engagent sur 12 jours. Là, ça allait très très vite. Donc déjà remboursé, oui, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc ça allait très très vite. Donc bon, la difficulté, c'est de déterminer ce taux horaire. Pourquoi c'est une difficulté? Parce que il va y avoir
au niveau des contrôles a posteriori des directs. Il va y avoir des contrôles qui vont être faits par rapport au nombre d'heures indemnisables. Est-ce que les salariés ne travaillaient pas? Vous avez vu toutes les communications qui sont faites par rapport à la lutte contre la fraude. Et après, plus précisément, est-ce qu'on a calculé le bon taux? Il y a un texte qui est prévu dans le Code du travail en 3 étapes. C'est l'indemnité horaire versée par l'employeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congé payé, donc tel que prévu à l'article, on y reviendra, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. Pour moi, ce texte est clair, mais l'administration n'interprète pas comme moi. On y reviendra. Donc, je dois déterminer l'assiette. Comment je détermine l'assiette? Est-ce que je prends le taux horaire de base? La réponse, c'est non. C'est la règle du maintien de salaire. Donc, la règle du maintien de salaire, c'est ce que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. En matière de congé payé, on sait qu'il y a 2 modes de calcul. La règle du 10e, la règle du maintien de salaire. J'applique la règle du maintien de salaire. Donc, j'oublie la règle du 10e. Donc, c'est le salaire gagné pendant la période précédant immédiatement le congé. Donc, c'est le mois précédent le congé par rapport à la durée de travail effective de l'établissement. Donc, j'applique ensuite mon taux et je ramène mon taux sur l'assiette minorée à 70%. Donc, il y a un exemple qui est très clair sur le question-réponse. Donc, j'ai un salarié qui a 35 heures par semaine, qui a 2 000 € sans prime. Donc, j'ai un taux horaire de 13 000 pour 151,67 €. Donc, l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, j'applique 70%, soit 1 400 €. Je la ramène en divisant par 151,67. Donc, j'ai un taux horaire de 9,23 € que je multiplierai ensuite par mon nombre d'heures indemnisables. Jusqu'ici, tout va bien. C'est simple. Je distingue donc bien l'assiette du salaire horaire et le nombre d'heures indemnisées. C'est là où le bas blesse. M'entends, Arnaud, ou pas? Lorraine est dans la place. Ça va, Lorraine? Ah, cool. Bon, attends, on t'entend. Ah, bon. Bonjour à tous. Je suis désolée pour le problème technique là. Merci Arnaud d'avoir assuré tout seul. Du coup, c'est bon, je suis là. Alors, où on en est es-tu? Au calcul de l'indemnité d'activité partielle, donc où j'ai indiqué qu'il faut bien distinguer l'assiette du salaire horaire et le nombre d'heures indemnisées. Quand on lit le texte, c'est assez clair que le nombre d'heures indemnisées, effectivement, c'est maximum la durée légale du travail, donc c'est 35 heures, sauf pour les temps partiels, on multiplie par, bien sûr, on ne peut pas aller au-delà de la volumétrie horaire prévue au contrat. Slide suivante, s'il te plaît, Alexandre, avec la difficulté à laquelle vont être confrontés tous les employeurs de France et pas de Navarre, c'est comment je traite les heures supplémentaires et les primes. On va commencer par le plus simple, c'est pas dans le slide, les primes variables notamment. Donc, les primes variables, donc là je réponds à la question, je crois tout à l'heure il y avait une prime de travail le dimanche, on fait comme si le salarié avait continué à travailler. Donc si le salarié a une prime, on verra. Alors peut-être mettre la slide d'après, on viendra après sur celle-là, Alexandre, s'il te plaît. C'est moi du tout. Arnaud, c'est moi qui ai la main là, a priori, donc c'est bon, tout fonctionne là. Tu peux aller sur la slide où il y a le tableau. Yes. On inclut ou pas dans l'assiette. Voilà, sur l'assiette de congé payé, effectivement. Voilà, donc on prend le salaire de base, le travail de nuit, le travail le dimanche. On fait comme si le salarié, s'il travaille tous les dimanches, le salarié, habituellement, on fait comme s'il avait continué à travailler. Les primes d'ancienneté, les primes d'assiduité, les primes d'astreinte. Premier point de difficulté, pour les commerciaux, alors je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans les GE, mais ça peut arriver, qui ont des variables mensuelles. Donc là, la règle qui a été précisée par le question-réponse, et je suis d'accord parce que c'est du bon sens, on prend les 12 mois précédant le versement. Donc pour la paye de mars, on prend de mars 2019 à février 2020. Je fais la moyenne de mes variables mensuelles. Je parle bien de commission mensuelle et pas annuelle. Et donc je fais une moyenne et je l'intègre pour mon taux horaire. Prime d'expatriation également. Tout le reste, je l'exclus. Tout ce qui est annualisé, participation, frais professionnels, 13e mois, prime de bilan, prime d'intéressement, etc. Je l'exclus de mon assiette. OK. Donc, maintenant, je te laisse sur les heures supplémentaires, Lorraine. Oui, alors après, là, effectivement.
La question qui se pose, c'est celle de savoir, en tout cas, quelle est l'assiette à prendre en compte lorsque le salarié, justement, accomplit de manière régulière les heures supplémentaires, parce que là, on est vraiment sur les heures dites structurelles. Hein, donc, est-ce que finalement, je prends en compte ou pas mes heures supplémentaires? Alors là, clairement, il y a des contradictions, puisque la première position, c'était de dire qu'effectivement, les heures supplémentaires que le salarié est amené à effectuer de manière régulière doit être prise en compte dans le calcul de l'assiette des congés payés. Mais donc du coup, donc on inclut donc les heures supplémentaires, sauf qu'on va diviser par 151,67. Donc, si vous voulez, les heures supplémentaires sont indirectement prises en compte dans l'indemnisation, mais en fait, elles viennent majorer finalement le taux horaire, puisque je prends mon salaire mensuel brut de base, donc avec heures supplémentaires compris, mais je vais ensuite donc diviser par 151,67. Donc ça, c'était la position qui a été prise ces derniers jours, sauf que là, finalement, c'est devenu assez flou puisqu'on a un questionnaire réponse du ministère du Travail qui est venu nous dire clairement que finalement, il fallait exclure les heures supplémentaires. Donc, ce qui semble vouloir dire que ce calcul-là que je viens de vous expliquer ne s'applique plus. C'est-à-dire que on exclut les heures supplémentaires donc de cette assiette. Donc là, clairement, on ne sait plus trop sur comment se positionner. Il y a un choix à faire entre, si vous voulez être dans l'intérêt du salarié, il faut inclure les heures supplémentaires dites structurelles, celles qu'il fait habituellement ou celles qu'il aurait fait s'il avait travaillé. C'est la règle juridique, à mon sens, qui devrait s'appliquer. Et qui est favorable pour le salarié. Qui est favorable pour le salarié, en plus pour l'employeur aussi, puisqu'on est remboursé en façade intégralement. Sauf qu'en cas de contrôle, effectivement, il est fort à parier que nos amis de l'administration, ils vont ne faire qu'appliquer la position de l'administration, en tout cas celle qui est sur le question-réponse actuellement, je dis bien actuellement, ça change tout le temps, dans laquelle ils sont positionnés en disant non. Donc pour moi, il y a une confusion juridique, mais en tout cas, c'est la position de l'administration de dire l'activité partielle ne sera remboursée que dans la limite de 35 heures. Ce qui, dans l'absolu, est vrai sur l'allocation de remboursement et ce que je demande, parce que je ne multiplie jamais mon taux horaire par plus que 35 heures. Néanmoins, si dans mon taux horaire, j'ai intégré la majoration des heures supplémentaires, de facto, ça revient un peu à ça. Donc, soit je prends le risque vis-à-vis de mon salarié, qui pourrait me dire, mais le texte prévoit il est clair, le texte, on l'a mis au-dessus, donc on est légaliste, on applique le texte. Le salarié pourrait me dire, mais pourquoi vous n'avez pas inclus, moi je suis tout le temps payé sur une base 39 heures, mon taux horaire, en réalité, c'est pas le taux horaire de la première ligne, c'est un mix des deux avec ma première ligne et ma ligne à 17,33. Donc c'est la version 1 ou la version 2, la position de l'administration, je prends aucun risque, j'applique scrupuleusement ce que me dit l'administration, c'est-à-dire je n'intègre pas les heures supplémentaires. Voilà. Est-ce que c'est clair sur ce sujet-là ? C'est un choix à faire pour chaque entreprise. Aujourd'hui, notre position, elle est légaliste, donc oui, il faut les intégrer. Néanmoins, c'est pas la position de l'administration. C'est susceptible aussi d'évoluer dans les prochains jours. Voilà. Donc, j'ai déjà une question. Une prime différentielle, c'est pris en compte ? Point d'interrogation. Alors, une prime différentielle, c'est quoi une prime différentielle ? Ah oui, par rapport à la qualité de traitement, non, c'est ça ? Oui, c'est pris en compte. Oui, parce qu'on est... Tiens, remets peut-être le tableau, Lorraine. Ouais. En fait, le salarié l'aurait perçu s'il avait travaillé. Il continue à travailler, donc on est plutôt dans le haut, là où il y a du oui, parce que c'est comme une prime d'ancienneté mensuelle. En fait, c'est mensuel, il l'aurait perçu. Donc oui, la prime différentielle doit être intégrée pour déterminer le taux horaire qui servira d'assiette à l'indemnisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets ? Alors, on a eu, nous, beaucoup de problématiques sur ces problématiques de comment calculer. Alors, c'est vrai qu'il y a des logiciels de paye, globalement, qui font un peu la loi aussi, parce que c'est pré-paramétré. Mais il faut quand même se poser la question, parce qu'on risque de vous demander des comptes en cas de contrôle. Alors, je ne pense pas que vous soyez forcément les GE, les structures associatives ciblées. Moi, les retours que j'ai eus des directs, c'est qu'ils vont cibler plutôt, comme pour le travail dissimulé, les très grosses boîtes pour faire des exemples et faire la une de la presse pour montrer attention, on contrôle, il faut pas faire attention. Nous, le conseil. Et les plus gros salaires aussi. Voilà.
Et puis, l'enjeu financier aussi est beaucoup plus élevé pour les très grosses boîtes quand on multiplie par plusieurs milliers de salariés. Si on se trompe dans le calcul du taux horaire, il y a un impact important pour l'État. Mais voilà, bon, faut quand même être rigoureux, avoir en tête que même si le logiciel il calcule, il n'en demeure pas moins que s'il y a un contrôle, c'est pas le logiciel qui fait la loi. Il faudra pouvoir justifier les arbitrages qui ont été faits. Mais nous, on a plutôt tendance à favoriser le salarié et à intégrer les heures supplémentaires. Voilà pour ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? A priori, non. On avance. Lorraine, on passe au thème numéro 3. Donc, le thème numéro 3, il est sur les arrêts de travail et l'activité partielle. Ben, je te laisse, Lorraine. Ouais. Alors, face donc à cette crise sanitaire, bien évidemment, il a fallu aménager pas mal de choses, et notamment, vous avez tous été confrontés à ces arrêts dits dérogatoires. Les arrêts dérogatoires, c'est ceux, en tout cas pour les salariés qui auraient été atteints du Covid 2019, mais aussi pour les salariés non malades, mais qui auraient été en contact avec une personne atteinte du Covid, mais aussi, et les plus répandus, ce sont les arrêts pour garder les enfants donc de moins de 16 ans, suite à la fermeture donc d'un établissement scolaire. Donc il y a eu des aménagements sur ces arrêts dits dérogatoires, notamment donc les décrets de début mars qui ont prévu donc une indemnisation pour ces arrêts en supprimant le délai de carence. Donc une indemnisation sans aucune carence, que ce soit dans le versement donc des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais également pour ce qui concerne le versement du complément employeur légal. Attention toutefois, puisqu'en la matière, certaines conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables et pourraient donc, pour certaines de ces conventions, prévoir un délai de carence. Néanmoins, les conditions de maintien de salaire pour ce qui concerne le complément employeur conventionnel pourrait du coup être plus favorable que ce que prévoit la loi. Donc là aussi, on reste dans la même logique que ce qu'on applique habituellement, c'est-à-dire on fait une comparaison entre les dispositions légales, mais aussi conventionnelles, pour savoir si effectivement, quand bien même la loi viendrait à supprimer ce délai de carence pour le complément employeur légal, néanmoins, les conditions qui seraient prévues dans la convention collective pourraient rester favorables, et auquel cas, il faut continuer de les appliquer. Donc voilà, ça c'est le premier point sur justement la suppression du délai de carence. Le deuxième point, et non pas des moindres, c'est la suppression de la condition d'ancienneté pour ce qui concerne les arrêts donc dérogatoires Covid 2019, mais aussi pour les arrêts maladie simples. C'est-à-dire qu'un salarié qui serait aujourd'hui malade, qui a un placement en activité partielle ou pas, et qui n'aurait pas 1 an d'ancienneté, pourrait donc percevoir un complément de salaire. Donc, ce sont des mesures qui sont plutôt salutaires et qui permettent donc une meilleure indemnisation dans ce contexte-là. Une remarque, Arnaud, un complément? Non, c'est bon? C'était très clair comme d'habitude, Charles-Lorraine. Je te remercie. Alors, on vous a fait un petit tableau récapitulatif, car c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur l'articulation entre ces arrêts maladie et justement la mise en place de l'activité partielle. Alors, il y a deux cas à distinguer. Il faut mettre déjà d'un côté les arrêts de travail dits classiques, et de l'autre côté les arrêts donc dérogatoires Covid. Pour ce qui concerne du premier point, les arrêts maladie classiques. Donc là aussi, c'est en 2 temps. Soit mon salarié est donc malade avant que ses autres collègues soient placés en activité partielle. Donc, je suis en arrêt maladie avant un placement en activité partielle, et cet arrêt maladie se prolonge. Comment traiter notamment en paye ce cas-là? Clairement, le salarié donc reste en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit. En revanche, si j'ai un salarié qui est en arrêt maladie classique a posteriori, c'est-à-dire après un placement en activité partielle, là aussi, le salarié donc est placé en arrêt maladie pendant cette activité partielle, et du coup, le dispositif d'activité partielle donc cesse.
Donc, on traite cet arrêt comme d'habitude, donc arrêt maladie, et on interrompt le dispositif d'activité partielle. Ensuite, s'agissant des arrêts Covid, là aussi, on distingue soit avant un placement en activité partielle ou après le placement en activité partielle. Sauf que là, soit je suis en arrêt maladie avant le placement en activité partielle et il y a une fermeture totale de l'entreprise ou du service auquel appartient le salarié. Auquel cas, clairement, il n'y a pas d'intérêt à être en arrêt maladie puisque de toute façon l'entreprise est fermée. Donc, clairement, il rentre dans le dispositif d'activité partielle. En revanche, s'il s'agit seulement d'une réduction d'activité et que je suis malade, là pour le coup l'employeur il pourrait demander donc un arrêt de travail anticipé et du coup mettre fin à l'arrêt pour justement placer le salarié en réduction, enfin en activité partielle. Mais encore faut-il que le service auquel appartient le salarié soit effectivement placé en activité partielle. D'accord ? Pour ce qui concerne un arrêt maladie après le placement en activité partielle, là aussi fermeture totale, l'arrêt est bien évidemment inutile puisque l'entreprise serait fermée. Et pour la réduction, pareil, réduction d'activité, là aussi le cumul activité partielle arrêt maladie est impossible. Donc bien évidemment, si ces salariés sont en activité partielle et que lui est en arrêt, il bénéficie quoi qu'il arrive du dispositif d'activité partielle. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à poser des questions. Oui, parce que là, il y a eu pas mal de confusion, notamment pour les salariés qui se renseignent sur 20 minutes ou sur Internet, sur des chats ou des forums. Faut vraiment se mettre dans la bonne case et selon la case, appliquer le régime. Et là aussi, il y aura des contrôles de la part de la CPAM qui verse des JSS et également de l'ASP si on est dans la mauvaise case. Donc, mettez-vous bien dans la bonne case et puis après, il faut informer le salarié sur le fait notamment de cesser les arrêts de travail dérogatoires quand on est en activité partielle totale. Une question par rapport à la situation des adhérents. Alors, c'est vrai que là, on avait eu la question sur les intérimaires, il me semble. Ça avait été tranché, mais pas sur les GE, Lorraine. Non, ça n'avait pas été tranché sur les GE. Néanmoins, voilà, le groupement d'employeurs reste l'employeur. Donc, s'il n'est pas lui-même fermé, logiquement, voilà, le salarié peut rester mis à disposition au sein des entreprises adhérentes qui continuent à travailler. Voilà, donc je pense qu'il faut effectivement, dans l'attente, revenir bien sur les fondamentaux. Le GE, c'est l'employeur. Donc, c'est l'employeur. Donc, si vous arrêtez toute activité, vous êtes en fermeture totale. Si il y a quand même quelques salariés qui continuent à être mis à disposition, on est sur du partiel. Donc, on a une vision GE entreprise et on ne transpire pas sur la situation adhérent par adhérent, à mon sens. On dit, tiens, on a oublié les GE. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, souvent mis de côté. Oui, c'est vrai que le secteur associatif, souvent avec ses particularités. Voilà, il y a beaucoup de tout ce qui est un petit peu dérogatoire dont les GE font partie en termes d'organisation du travail. Ils sont allés très vite. Donc, ils ont pris beaucoup d'ordonnances, ils ont pris des ordonnances rectificatives. Et là encore, on verra tout à l'heure sur la rupture conventionnelle, ça a changé pendant la nuit. Parce que voilà, ils oublient des cas spécifiques et les GE font partie des structures un peu atypiques de l'organisation du travail en France. Donc, c'est pas sur les GE que les ordonnances sont faites ciblées. Donc, parfois, elles sont plus difficilement applicables. Mais vous avez malheureusement l'habitude, notamment sur les CDD ou d'autres problématiques. Pas d'autres questions sur cette... Non, a priori, non. Alors, par contre, juste une remarque pour Alexandre. Normalement, c'est beaucoup plus clair. Là, je sais pas, c'est en intégrant dans l'outil. Donc, vous aurez le support et
Je vous rassure, c'est très lisible parce que là, ça fait une image et c'est très difficilement lisible. Ouais, parce que c'est des images collées en fait. C'est pour ça, Arnaud. Donc effectivement, la lisibilité pouvait pas être meilleure. Il a fait, je pense, au max de ce qu'il pouvait faire. Donc, donc ensuite, toujours sur cette articulation donc des arrêts maladie et l'activité partielle. Outre le fait de savoir, voilà, si je suis en arrêt maladie et que mes collègues sont placés en activité partielle, est-ce que je suis en arrêt maladie, activité partielle, enfin voilà, ça, du coup ça a été expliqué. Mais surtout la question qui revient le plus souvent, c'est sur le montant des sommes que doit verser l'employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale. Lorsque le salarié est en arrêt maladie, alors même que donc l'entreprise est en activité partielle. Car comme vous le savez, s'agissant du complément légal employeur, les 30 premiers jours, le salarié perçoit 90% de sa rémunération brute. Donc rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Puis les 30 jours suivants, on est sur 2/3 de cette même rémunération. Et donc, la rémunération à prendre en considération, c'est important pour ce calcul du complément, c'est l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement. Sauf que mon salarié qui est en arrêt maladie, alors même que ses autres collègues sont placés en activité partielle, cela reviendrait à dire que mon salarié qui est malade pourrait percevoir plus que le salarié qui est placé en activité partielle. Puisque, rappelons-le, Arnaud a dû vous l'expliquer au tout début, c'est que le salarié en activité partielle ne perçoit que 70% de sa rémunération brute. Toutefois, là, et ça a été jugé, c'est un arrêt qui est quand même assez ancien, qui vient dire que le salarié qui est en arrêt maladie, alors même que l'établissement est en activité partielle, ne doit pas percevoir plus que celui donc qui est en activité partielle. Donc clairement, on écrête en fait le complément employeur pour finalement être sur un même pied d'égalité. Donc c'est du bon sens finalement. Et cet écrêtement de l'indemnisation complémentaire qui est versé au titre des absences maladie, ça s'applique peu importe la nature de l'arrêt, peu importe s'il s'agit d'un arrêt maladie simple ou même un arrêt Covid 2019. Peu importe aussi si l'arrêt est débuté avant ou après cette mise en activité partielle. Donc clairement là faites attention, vous avez dû du coup avoir le cas sur en tout cas la dernière paye, mais clairement donc le salarié en arrêt maladie ne perçoit pas plus que le salarié en activité partielle. D'accord. Je regarde en même temps les questions, peut-être qu'il y a des questions là-dessus. On fera à la fin, on finit le D'accord, je finis. Et ensuite, point effectivement important, quand j'ai un salarié en arrêt maladie, il faut bien évidemment vérifier si le service auquel il appartient est en réduction d'activité partielle ou pas. Si ses autres collègues du même service travaillent normalement, bien évidemment, il va toucher son complément maintien de salaire comme auparavant. En revanche, s'il y a une réduction d'activité, là, on applique l'écrêtement. On ne peut pas gagner plus. Attention aussi, lorsque vous décidez d'assurer aux salariés, qu'ils sont en arrêt maladie ou ceux en activité partielle d'ailleurs, un maintien de leur salaire net, puisque certains l'ont fait sur justement le mois de mars. Attention, il faut impérativement formaliser cette décision. Donc, il faut effectivement l'acter dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur. Pour bien prévoir justement ce complément. Et toujours pareil, attention aux dispositions conventionnelles, car certaines pourraient prévoir que pour l'arrêt maladie ou même l'activité partielle, on puisse avoir une rémunération, un maintien de salaire. Donc, auquel cas, sur le système justement de l'écrêtement que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que si en activité partielle, il est prévu un maintien de salaire, bien évidemment, pour ce qui concerne l'arrêt maladie, on appliquera le complément. Il n'est pas question d'écrêter, puisqu'il est prévu donc un maintien de salaire dans le cadre de l'activité partielle. Est-ce clair? Voilà, donc effectivement, pensez à bien écréter la règle du jeu. Il faut bien faire passer le message à l'ensemble de vos salariés, ceux qui se mettraient sur un cas ou un autre pensant gagner plus, c'est que de toutes les manières, quelle que soit la cause de l'arrêt, s'ils sont censés être en activité partielle, il faut écréter.
On ne peut pas gagner plus qu'une personne qui est placée en activité partielle, ce qui est logique. J'en profite pour répondre à la question de monsieur ou madame Costa. Ouais, Donc, nous avons des salariés qui travaillent sur le terrain, accueillent des enfants de soignants et qui, dans l'autre structure dans laquelle ils sont mis à disposition, ils sont en activité partielle et parfois pendant cette Florence, donc madame, et parfois pendant cette activité partielle, ils sont amenés à travailler parfois. Donc là, on est sur la problématique donc c'est de l'activité partielle réduite. Hein, donc, il faut que vous ayez un document extrêmement précis, signé par le salarié pour savoir quand est-ce qu'il travaille et quand est-ce qu'il est en activité partielle. Donc, c'est-à-dire que quand il travaille, hein, donc effectivement, pour une des structures, si j'ai bien compris, eh ben, il est en temps de travail effectif, payé avec son taux horaire classique, première ligne sur le bulletin de salaire. Et pour la structure pour laquelle il est partiellement en activité partielle, si je comprends, eh ben, vous collectez le nombre d'heures qu'il aurait dû travailler normalement, celles qu'il n'a pas travaillées, et là, on est en activité partielle avec le taux horaire spécifique qu'on aura calculé, qu'on multipliera par 70%, qu'on multipliera par le nombre d'heures indemnisables. Et bien évidemment, quand vous ferez votre demande de remboursement, il y a uniquement le montant de cette ligne qui fera l'objet d'un remboursement par l'ASP, l'ASP étant le bras financier de l'État. Quoi qu'il arrive, effectivement, il faut faire une ventilation en fait entre les heures chômées et les heures travaillées comme un salarié lambda en fait. Voilà. C'est exactement ça. Donc, pour il faut juste en termes de justification, documentation et process interne, garder la main, c'est-à-dire c'est à vous d'en informer le salarié en début de semaine. Alors, je ne sais pas qui lui envoie ses plannings, mais en lien avec l'adhérent, mais vous restez effectivement l'employeur. Donc, c'est à vous de dire, voilà ton organisation pour la semaine. Par exemple, tu travailles le matin, pas l'après-midi, dans telle structure, pas dans l'autre, tant d'heures au lieu de tant d'heures, etc. Et en fin de semaine, idéalement, vu le contexte, le conseil qu'on vous donne, d'autant plus là, mais il faut le faire de manière générale, hein, c'est la fiche horaire, donc en aval, effectivement réalisé, signé par le salarié, remis en fin de semaine, donc par un échange de mail, mais bon, il faudra qu'il scanne sa signature, qui permettra d'interfacer avec la paye. Comme ça, on est droit dans nos bottes, aucun risque de litige avec le salarié sur la ventilation heures travaillées, heures chômées, et aucun risque avec l'administration si l'administration était amenée à contrôler les heures. On y reviendra notamment sur le télétravail, mais ce point est important. Pour l'arrêt garde d'enfants, le salarié peut-il renouveler au-delà des 21 jours? Alors, sauf erreur de ma part, les 21 jours, le délai, ça concerne les salariés en fait dits vulnérables, hein, femmes enceintes ou ceux atteints d'une maladie chronique. Pour ce qui concerne l'arrêt garde d'enfants, il est de 14 jours et il est renouvelable autant de fois. Et il est aussi, il y a la possibilité de le fractionner. Voilà. L'idée étant qu'un seul parent puisse bénéficier de l'arrêt garde d'enfants. Mais il est parfaitement possible de pouvoir prévoir un arrêt de 3 jours, puis ensuite le conjoint pourrait effectivement l'activer. Enfin voilà, c'est assez souple. Voilà, encore sous réserve du tableau. Là, remets peut-être le tableau que tu avais fait, qu'on se mette dans la bonne case. Le tableau, lequel? Voilà, c'est celui-là. Tu sais, ou savoir dans quelle case tu es par rapport à s'il y a une fermeture totale ou pas. Tu sais. Ah oui, celui-là. Donc, on est sur un arrêt de travail dérogatoire. Dérogatoire, oui. Postérieur, il faut voir s'il y a une fermeture totale ou une réduction d'activité, auquel cas le salarié y a droit. Parce que si on est sur une fermeture totale, hein, on ne peut plus. Bah, disons que l'arrêt, effectivement, est inutile et auquel cas le salarié il est directement placé en activité partielle. Voilà. En plus, il y a un intérêt pour le salarié parce qu'il va continuer à acquérir des congés payés en activité partielle, hein, qu'il n'aura pas, alors que ce ne sera pas le cas dans le cas d'arrêt de travail, puisque tous les arrêts dérogatoires sont traités comme un arrêt maladie classique, alors sauf disposition conventionnelle. Voilà, plus favorable. Mais effectivement, sinon, on n'acquiert pas de congé. Voici pour ce thème, voilà, arrêt, activité partielle. D'autres questions sur ces problématiques, on va dire, paye, arrêt de travail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors.
On attaque sur le Alors, ouais, non, s'il y a une dernière question, effectivement, et pas des moindres. Pour des salariés soumis à l'annualisation du temps de travail, on prend en compte son salaire et son volume d'heures lissées. On a tendance à dire que oui, hein, là, pour le coup. Enfin, pour éviter, parce que sinon, on prend l'horaire théorique. Hein. L'horaire théorique, donc, où son volume d'heures fait réellement dans le mois. Non, pas le réel. Non, ouais. Le théorique. L'heure théorique. Ça a été tranché, hein, même comme pour un arrêt de travail classique, hein, maladie. Hein. Ouais. Comment écréter si chômage partiel et non total? L'idée, c'est que le salarié en arrêt maladie ne puisse pas percevoir plus que s'il avait été en activité partielle. Donc, en fait, c'est effectivement de se baser sur le plafond des 70% de la rémunération brute. Voilà. C'est sous déduction, du coup, des IJSS et voir pour arriver, pour être sur un même pied d'égalité. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, même pour un mi-temps thérapeutique où la personne travaillait l'après-midi et pas le matin, par exemple. Oui, il faut faire. C'est pas simple, mais il faut, au bout du bout, que le salarié ne gagne pas plus que s'il avait été en totalité en chômage partiel total. Donc, il faut écréter à hauteur de ce qu'il aurait perçu. Donc, c'est pas évident, hein, je vous le conçois, cette problématique. À faire en paye, parce que bon, théoriquement, c'est facile comme de vous le présenter, mais effectivement, on est confronté en paye à beaucoup de cas particuliers. Mais la règle de base de la Cour de cassation, elle est assez claire et pour le coup, voilà, c'est tout à fait pour ça, le bien coup, c'est une règle qui a été confirmée. On a un alignement, c'est rare, donc on va féliciter l'administration qui est d'accord avec la Cour de cassation, qui est d'accord avec le texte du Code du travail. Donc on est clair. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des salariés qui essayent de trouver le meilleur moyen pour pas baisser de rémunération, parce que tous les salariés sont, si bien sûr le service est concerné en chômage partiel. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Plus de questions. Alors, thème suivant. Télétravail et activité partielle. J'attaque si tu veux, tu prends la suite? Ouais. Oui, bien sûr, vas-y. Alors, là, vous l'avez compris, on est toujours sur la même problématique. Le gouvernement a ouvert grand les vannes de l'activité partielle. Ça va coûter très, très, très cher à l'État. Ça tombe bien, je crois qu'ils sont en train de créer plein d'argent au niveau de l'Europe. Donc, mais il va falloir quand même à un moment rembourser tout ça. Donc, ils essayent de limiter l'impact financier. Donc, ça en fait partie, comme pour les heures supplémentaires. Et il y a eu tout un tas d'informations qui sont passées par voie de presse notamment, où ils ont dit que c'était pas possible de cumuler télétravail et activité partielle. Donc, c'est clairement faux. Hein. Il n'y a aucun fondement textuel ni réglementaire. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de directs qui ont communiqué sur leur site, en gros, en disant on ne peut pas cumuler télétravail et activité partielle, ce qui est faux. Je le répète. C'est une position de l'administration qui n'est effectivement qui est vraie dans une seule hypothèse, c'est que je ne peux pas travailler d'un côté, temps de travail effectif, et me faire rembourser par l'État de l'autre. Donc, si je travaille, temps de travail effectif, je suis payé. Si je ne travaille pas de temps de travail effectif, que je sois en télétravail ou pas, d'ailleurs, ça ne change rien, je suis remboursé, si j'ai l'autorisation d'administration, je suis remboursé par l'État des heures non travaillées, des heures chômées. Donc, oui, c'est possible de faire du télétravail réduit, c'est-à-dire que je baisse mon volume parce que j'ai une réduction d'activité. Je vous donne un exemple, je fais la comptabilité, je suis à temps plein in situ habituellement, compte tenu du contexte, je travaille à domicile, je suis en télétravail, mais effectivement les premières semaines j'étais occupé à temps plein et ensuite il y a une vraie baisse d'activité puisque j'ai pas travaillé, donc j'étais en comptabilité client, j'ai plus de factures à faire, donc je travaille un jour par semaine. Pendant la journée de travail, je vais être en temps de travail effectif, et les 4 autres jours, fois 7 heures, je serai en allocation, enfin en chômé, en heure de travail
en heures chômées, pardon, mauvais lapsus, en heures chômées, et donc sur le bulletin de salaire, j'aurai 2 lignes. La difficulté qu'il va y avoir, c'est la traçabilité. J'insiste, hein, je préfère que ce soit fait en amont, puisqu'après, quand il y aura des contrôles, on demandera à tous nos clients d'aller faire la chasse à la preuve auprès de tous les salariés, donc autant le faire en amont. De toute façon, c'est un bon process pour le télétravail, hein. C'est bien de savoir en amont, je donne les consignes à mon salarié, c'est pas lui qui décide le nombre d'heures qu'il va travailler, c'est moi, employeur, pouvoir de direction, qui décide qui travaille pas, le nombre d'heures. Donc c'est mon obligation d'employeur de diriger, de commander mes heures de travail en début de semaine, par exemple. Avec un reporting en fin de semaine, il faut effectivement que ça corresponde aussi à la réalité de la charge de travail. Mais voilà, même si on est à distance télétravail, on ne demeure pas moins qu'il y a toujours le lien de subordination, le pouvoir de direction. Je donne les consignes, le salarié les applique. Alors, s'il est dans les choux et qu'il doit travailler le lendemain, il vous le demande par mail. Vous acceptez sur le principe et en fin de semaine, il vous fait le récap signé que vous communiquez au niveau de la paye. J'ai eu une information d'ailleurs que Lorraine, tu n'as pas eu, puisque ce matin, j'étais en conférence téléphonique avec l'Association nationale des DRH. La Directe Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui sont dans le coin de Bordeaux, a sollicité par Microsoft l'autorisation d'accéder à tous les comptes Teams pour vérifier si les salariés travaillaient ou ne travaillaient pas. Donc c'est un moyen de contrôle. Ah ouais. Après, quid de la légalité de la... Mais bon, clairement, c'est assez intrusif. Très intrusif, mais ça permettra à l'administration. Alors, même si dans l'absolu c'est intrusif, il pourrait avoir accès, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'il pourrait avoir accès aux boîtes mail des salariés? Est-ce qu'il pourrait avoir accès au serveur, l'inspecteur du travail en cas de contrôle? Est-ce qu'il pourrait avoir accès à mes connexions VPN quand je suis à distance, etc. La réponse est globalement sous l'angle du travail illégal, puisqu'on est sur du travail illégal, hein, le fait de ne pas déclarer un salarié qui travaille, c'est du travail dissimulé, travail illégal. L'inspecteur du travail peut tout faire. Après, est-ce qu'il aura les moyens techniques de le faire? Je ne suis pas convaincu. Le temps, j'en suis pas convaincu non plus, mais clairement, ils feront des exemples. Donc, le mieux, c'est d'être extrêmement rigoureux, de bien piloter son salarié. C'est pas le salarié qui décide de sa volumétrie d'heures, c'est l'employeur. Et derrière, j'ai des documents pour tracer, ça évite le problème. Et en tout état de cause, si l'inspecteur du travail veut vraiment accéder à tout ce qu'il veut dans l'entreprise, donc rentrer avec sur votre serveur, regarder les heures de connexion, le nombre de documents téléchargés par le salarié, regarder les mails, etc., c'est très simple. Il ouvre une enquête pénale pour travail dissimulé. Il demande au procureur, et là, on est sur qu'on appelle une commission rogatoire, on est sur du pénal, et alors là, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune limite en matière pénale. Autant en matière civile, l'obtention de la preuve est très réglementée. Hein. C'est pour ça que je pense que ce qu'a demandé la Directe à Microsoft pour avoir accès au compte Teams, ça me paraît un petit peu tendancieux, mais ça, on verra demain. Mais en tout état de cause, sous l'angle pénal, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc clairement, il ne faut pas jouer, quoi. Il ne faut pas jouer. C'est pas jouer entre télétravail et demande de remboursement. Voilà, c'est sûr que c'est de la fraude et les sanctions, elles sont nombreuses, hein, Lorraine. Sur les sanctions. Oui, tant sur le plan civil que pénal. Je les ai plus en tête là sur le montant des amendes, mais. Alors c'est du pénal, donc c'est du travail dissimulé, donc c'est du civil, bon, remboursement effectivement des sommes que l'État a données. Indûment perçu. Des pénalités, des interdictions de concourir à des marchés publics, affichage, publication dans la presse, enfin, l'armada de sanctions sur le travail dissimulé, hein, c'est extrêmement élevé. Et voilà, bon. Ils vont faire des exemples, je vous souhaite de ne pas en faire partie. Donc, rigueur. D'où l'intérêt de documenter. Voilà, documenter, bien prévoir en amont le planning prévisionnel pour savoir un peu justement ce que le salarié doit faire et pour ne pas être dans le flou. Et surtout, voilà, in fine, à la fin de la semaine, de bien avoir le décompte avec justement la ventilation des heures et pour bien savoir quelles sont les heures que je dois déclarer et qui feront l'objet d'un remboursement et pour éviter ainsi toute fraude. Un salarié peut-il travailler en télétravail 2 heures par jour et 5 heures par jour en activité partielle?
Bien sûr. Bien sûr. L'idée, c'est effectivement vous adapter en fonction de la réduction d'activité. Hein. Donc, pas d'incompatibilité du tout. Hein. Voilà, donc contrairement à ce qui se dit beaucoup dans la presse, oui, c'est possible, mais de manière alternative. C'est-à-dire quand je travaille, temps de travail effectif, quand je travaille pas, heure chômée. Mais il faut bien, maîtriser la voilure quand on est chef d'entreprise, pouvoir de direction, donc faire des mails en amont pour organiser le travail de la personne, et en aval, avoir ce document de contrôle. Pas besoin de rester sur des demi-journées ou journées entières? Non, bien sûr que non, vous adaptez. Non, il n'y a pas de règle en la matière. Hein. Pas d'obligation légale de rester sur des demi-journées ou journées entières. Alors là, je parle hors forfait jour, puisque on attend toujours le décret pour les forfaits jours et les cadres dirigeants. Alors, c'est sorti dans la nuit, cadre dirigeant. J'ai essayé de le lire, mais pour l'instant, c'est quand un décret sort, il vise des textes, remplace telle partie d'un texte, etc. Donc, je m'aventurerai pas à chaud comme ça sur l'interprétation sur les cadres dirigeants. Les forfaits jours, ça va sortir le décret là. Mais hors forfait jour, c'est un salarié, il est à l'heure, hein, travail, pas travail. Par contre, il faut donner la consigne, s'assurer du respect de la consigne et faire valider derrière par le salarié qui n'a pas dépassé. Moi, l'intérêt pour l'emploi. Je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Alors, c'est fonction support, hein, c'est peut-être moins concerné, mais bon, là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes plutôt fonction support. Et donc là, vous êtes bien en temps de travail effectif, par exemple. J'ai un exemple d'un client qui m'a envoyé les reports de son salarié, de plusieurs salariés support. Hein, il y en avait tout un tas, c'est une grosse entreprise. Et là, il y avait des gens qui avaient implémenté des heures le samedi, le dimanche, la nuit. Et donc le client me dit mais je comprends pas. Du coup, je vais devoir les payer et tout. Je dis oui, mais c'était à vous de fixer le cadre. Je dis c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est laissé. Voilà. Alors, soit vous avez fait un courrier au moment de la mise en télétravail qu'on a vivement recommandé en disant aux salariés vous conserverez vos plages horaires. Le droit à la déconnexion. Respect au droit à déconnexion, etc. Il y a quand même un courrier à faire partir aux salariés, même si vu le contexte du coronavirus, on est en situation de télétravail un peu atypique puisqu'elle est forcée et imposée aux salariés et à l'employeur. Donc, on est hors cadre un peu légal où il faut un avenant, etc. Mais malgré tout, il faut l'encadrer. Donc, moi, je dis aux clients, oui, là, effectivement, juridiquement, ça pose souci. On n'a pas le droit de travailler 7 jours de suite, on n'a pas le droit de travailler le dimanche, on n'a pas le droit de travailler la nuit comme ça. Donc, vous auriez dû. Donc, faites tout de suite un mail en disant, attention, vous n'aviez pas à travailler. Bon. D'où l'importance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre en place un planning prévisionnel en fait. Et là où je voulais en venir, et du coup tu m'as un peu devancé, mais surtout ce contrôle, en tout cas cette documentation sur les heures réellement travaillées ou chômées, etc. Elle vous sera vraiment nécessaire a posteriori et justement pour éviter des litiges heures supplémentaires. Voilà, il y a le risque de fraude certes, mais il y a les heures supplémentaires aussi. Absolument. Donc, j'ai le pouvoir de direction, je suis employeur, je donne les consignes, j'en assure l'effectivité. Voilà pour résumer cette histoire télétravail, activité partielle, cumul possible, oui, mais alternatif, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va faire l'objet de beaucoup de contrôles. Est-ce qu'il y a des questions sur la question du télétravail, qui n'est pas, contrairement à son nom, le fait de regarder la télé au travail, travailler à domicile. D'ailleurs, ce contexte-là va entraîner peut-être une évolution des mentalités aussi et l'approche vis-à-vis du télétravail, car pour beaucoup, c'est vrai que c'était un peu non, c'est pas possible de par les moyens techniques ou parce que voilà, manque de concentration, etc. Mais finalement, certains vont prendre goût au télétravail et peut-être une augmentation justement des demandes en télétravail. Donc, c'est peut-être pas si mal cette crise aussi. Ça permet d'adapter. Pour le nouveau monde. Voilà. À venir. C'est ça. Ce monde apaisé. Pas de questions a priori sur le télétravail. Je te laisse. Allez, sur les congés payés. Congés payés. Alors avant la parution d'ordonnances, décrets et autres, sur la question, il est vrai que beaucoup d'employeurs se sont posé la question de savoir si on pouvait imposer cette fameuse prise de congés payés
aux salariés. Bon là, ça a été encadré. Alors d'un côté, donc il faut bien distinguer les prises de jours de repos. Les jours de repos, on entend par là donc les jours de RTT. Notamment les jours de repos dans le cadre donc du forfait annuel en jours, les jours de repos qui auraient pu être placés dans un compte épargne-temps quand on en a un, et aussi ceux qui résulteraient d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Donc pour tous ces jours de repos là que je viens de lister, clairement on peut les imposer. Donc de manière unilatérale, l'employeur pourra donc demander à son salarié de poser ces jours de repos sous réserve à minima donc de respecter un délai de prévenance d'1 jour franc. Et il ne pourra pas imposer plus de 10 jours. Voilà, donc on a une limite de 10 jours maximum qui donc sera donc cette prise, en tout cas cette décision là unilatérale donc qui est donc rendue nécessaire là du fait donc de la crise actuelle, et sachant qu'il faudra en informer donc le comité social et économique quand on en a un et recueillir son avis donc dans le mois qui suivra l'information. Voilà pour ce qui concerne donc les jours de repos. Ensuite, à proprement parler, donc les jours de congés payés. Donc les congés payés, clairement, là, on ne peut pas les imposer puisque les textes viennent donc nous dire que on doit négocier donc un accord collectif d'entreprise ou de branche pour pouvoir justement imposer ou modifier donc des dates de prise et de départ de congés. Donc ça concerne les congés payés acquis et à prendre en tout cas avant le 31 mai 2020, mais cela concerne aussi les congés par anticipation. Donc c'est ceux qui sont donc sur la période d'acquisition en cours. La limite pour les jours de congé, c'est de 6 jours ouvrables, un délai de prévenance pareil que pour les jours de repos, donc un jour franc. Voilà, donc clairement, en l'absence d'accord, il n'est pas possible donc d'imposer des jours de congé. Pas besoin d'un accord de branche, non, pas nécessairement si vous négociez avec soit vos salariés, si vous êtes moins de 11, soit avec votre CSE, ou soit si vous êtes plus de 50 salariés et si vous en avez un délégué syndical. Mais s'il y a un accord de branche, effectivement, ça suffit. Vous pouvez l'appliquer directement. Ouais, voilà. Vous n'avez pas donc on favorise l'entreprise, mais voilà. En tout cas, on favorise le dialogue social sur la prise des congés payés. C'est l'un ou l'autre. Moi, ma posture sur les congés payés, vous imaginez que ça a été une question assez récurrente depuis maintenant un mois. Ma posture, elle est simple. Toujours déjà privilégier le volontariat. Donc, vous faites une campagne pour demander aux salariés de solder tous leurs compteurs avant telle date. Donc, s'ils sont favorables, c'est tant mieux. Après, il faut chiffrer un petit peu l'impact. Et il faut acter l'accord, surtout. Voilà, bien un bon l'idéal, c'est dans votre process interne, vous avez une fiche de demande de congé payé. Ils la remplissent, c'est gagné. Après, effectivement, on travaille sur ce qu'on peut faire unilatéralement. Donc, c'est les RTT, les prises de repos avec le délai d'1 jour franc dans la limite de prévenance et 10 jours max, s'il y en a, mais tous les employeurs n'ont pas des compteurs temps pour les salariés, puisque les heures supplémentaires sont parfois payées, parfois il n'y a pas de forfait jour, et il n'y a pas de compte épargne temps. Donc dans ces cas-là, effectivement, accord de branche, on l'attend. Il y a pas mal de branches qui ont engagé des négos. Je crois qu'il y en a une ou deux qui ont abouti. La métallurgie. La métallurgie notamment. Syntec, ils n'ont pas abouti à d'accord. Le BTP, ils ont lancé, mais vu les tensions qu'il y a dans la branche, il y a peu de chances que ça aboutisse. Il y a quand même pas mal de tensions, ça vous a pas échappé avec certaines organisations syndicales par rapport notamment aux reprises d'activité. Ça n'a pas apaisé les tensions qu'il pouvait y avoir. Donc malheureusement, on est toujours un peu en mode gilet jaune dans les relations sociales et c'est parfois compliqué au niveau des branches, parce qu'on est branches, on est quand même beaucoup au niveau des postures, beaucoup moins que dans l'entreprise où on est plus pragmatique. Et voilà, et sinon essayer de négocier un accord. Moi, je l'ai fait chez pas mal de clients.
ça permet effectivement de solder les compteurs, de Et l'imposer. surtout, il faut garder à l'esprit que le salarié qui poserait des congés alors même que l'entreprise est placée en activité partielle, ça lui permet d'assurer un maintien de salaire. Donc, en fait, c'est du donnant-donnant, quoi. Il faut le voir sous cet angle-là et pas hésiter à l'argumenter auprès du salarié, quoi. Clairement, il peut y trouver son compte à poser des congés. Hein. Tout à fait. Pas de perte de salaire quand on est en congé payé versus perte de salaire quand on est en activité partielle ou en arrêt de travail dérogatoire. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas pour ceux qui doivent être pris avant le 31 mai. Après, les congés payés par anticipation, c'est vrai que ça se discute. On peut comprendre parfaitement le salarié qui ne souhaite pas rogner sur ses futurs congés. Est-ce que les salariés continuent à acquérir des congés pendant la période d'activité partielle? Oui. Oui. Oui, c'est un fondement, c'est prévu par le Code du travail. Donc, période d'activité partielle, c'est une suspension du contrat de travail, mais pour autant, c'est une période d'acquisition des congés et c'est prévu par un texte. Donc là, clairement, oui. Juste sur la question de la modulation, je reviens parce que je cherchais le fondement textuel pour neutraliser à la semaine théorique. Ah oui. 5 heures. Ouais. C'est la circulaire de 2013 sur la modulation en page 23. Voilà. Très bien expliqué sur les différents compteurs de rémunération, paiement des heures. Alors, c'est pas que sur l'activité partielle, c'est sur la modulation. C'est la circulaire 2013. Vous tapez sur Google de circulaire 2013 modulation. C'est en page 23 où ils expliquent bien qu'il faut neutraliser et revenir sur une semaine théorique, 35 heures si le salarié est à temps plein. Sinon, sur l'horaire moyen, s'il est à temps partiel. Si une demande de congé a été posée avant le confinement et que le salarié souhaite l'annuler, quelle est la règle? Alors là, il faudra en revenir aux bases. En matière de congé payé, c'est du pouvoir, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Donc à partir du moment où il a été convenu que des congés étaient posés, il n'y a pas lieu de les décaler, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la balle est dans votre camp de l'employeur, c'est-à-dire que juridiquement, c'est vous qui avez la main, vous pouvez lui dire c'est trop tard mon coco, hein, c'est posé, ou vous pouvez dans votre grande bonté accepter de décaler. Décale ou qu'il l'annule. Ou l'annule, oui. Voilà, après c'est à vous de voir. C'est la balle est dans votre camp, juridiquement, vous pouvez dire non, sans aucun problème. La règle, si la personne a posé ses congés payés, vous pouvez par contre unilatéralement les décaler, donc sur les congés, pas en cours d'acquisition, mais les congés acquis qui étaient posés par exemple aux vacances de Pâques, ça va faire un peu tard, mais vous pouvez unilatéralement les décaler. Normalement, il faut respecter un délai d'1 mois, mais là, compte tenu de la circonstance exceptionnelle, c'est un cas qui permet de décaler les congés. Vous pouvez et de réduire le délai du coup à quelques jours. Réduire le délai d'1 mois. Mais là, la balle est dans votre camp parce que c'est à la demande du salarié. Il souhaite les annuler. Si vous voulez lui dire non, vous pouvez lui dire non. Et surtout, rappelez-lui que par contre, il a peut-être intérêt à les laisser, en tout cas, puisque ça lui permet d'assurer un maintien de salaire. Sur le sort des salariés en activité partielle, donc oui, ils continuent à acquérir des congés payés. Oui, c'est neutralisé pour le calcul de l'intéressement de la participation. La seule perte du salarié en activité partielle, c'est au niveau de ses droits à retraite. Voilà. Puisqu'il ne va pas cotiser, donc ça n'ouvrira pas de droits. Bon, c'est très particulier pour entrer dans la matrice, ça va dépendre de la durée, parce que c'est par trimestre que ça se calcule. Il y a la retraite de base et la retraite Agirc-Arrco, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est éminemment technique, et ça dépend vraiment de la durée de l'activité partielle. Mais voilà, à partir du moment où on est en activité partielle totale, bien sûr, on peut perdre des droits à retraite, mais quand on est en activité partielle, c'est-à-dire qu'on travaille un peu, bien sûr, là, on va acquérir des droits à retraite, donc il n'y a aucune difficulté. Donc c'est en cas d'activité partielle totale qu'on va éventuellement perdre sur le régime de base, mais pas forcément sur Agirc-Arrco, puisque c'est par un système de points, le fameux système de points qui devrait peut-être, on ne sait pas, être généralisé à la retraite de base. Mais la réforme, comme vous le savez, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc globalement, il n'y a pas beaucoup de pertes pour le salarié en activité partielle.
qu'il y a des questions avant de passer à un point sous le feu de l'actualité? Non, Allez, on Nous avance. poursuivons. Alors, La prochain rupture. point. Alors, parle peut-être des procédures disciplinaires, après je parlerai des ruptures conventionnelles, si ça te va. Ça me va, tout me va. Sur les procédures disciplinaires, clairement, toujours la possibilité donc de sanctionner ses salariés, sanctions disciplinaires bien évidemment, mais aussi licenciement. Voilà, donc sur les licenciements notamment disciplinaires, surtout donc de continuer parce que vous le savez, on est soumis à un délai de prescription des faits fautifs, d'où l'intérêt donc d'agir vite. Après, c'est pas très clair. Mais c'est vrai qu'au vu d'une certaine ordonnance, notamment sur la prorogation des délais en matière judiciaire, la question qui se pose, et on se l'est posée en interne, hein, c'est celle de savoir si justement sur tous ces délais de notification, de prescription, etc., si eux-mêmes ces délais n'étaient pas, ne faisaient pas l'objet de suspension et qui devraient donc commencer à courir de nouveau après la fin de l'état d'urgence qui est programmé au 24 mai. Là, clairement, voilà, la question se pose, mais par mesure de précaution, en tout cas, c'est le conseil que moi je donne à mes clients, c'est de continuer. Après, sur les procédures disciplinaires, l'autre difficulté que rencontrent beaucoup d'employeurs, c'est celle de la notification, hein, que ce soit l'envoi des convocations, des licenciements ou autres, par lettre recommandée AR, puisque pour beaucoup, les services de la Poste donc fonctionnent au ralenti, et donc forcément, les salariés ne sont pas informés puisqu'ils ne reçoivent pas eux-mêmes le courrier. Donc là, ce que l'on conseille bien évidemment, c'est de privilégier, alors pour la convocation entretien, le mail, l'envoi simple et malgré tout la lettre recommandée AR. Mais pour la notification des licenciements, soyez attentifs. C'est vrai que je vous recommanderais plus la signification par voie d'huissier, puisque là je le lisais encore dernièrement dans des revues et autres. C'est vrai que l'envoi, la lettre recommandée électronique, a priori ferait un peu débat. Puisqu'on n'a pas la preuve véritablement de la réception par le salarié. Donc voilà, pour éviter tout écueil juridique, privilégier la signification par voie d'huissier, notamment pour les notifications donc de licenciement, pour inaptitude disciplinaire et autres. Voilà. Il y a des choses à ajouter, Arnaud? Non, voilà, effectivement, il y a juste on va dire, le contexte dégradé de la Poste qui pose souci, mais sinon. Sinon, continuez. Voilà, gardez en tête, procédure disciplinaire, je continue. Parfaitement poursuivre les procédures de licenciement pour inaptitude ou absence injustifiée ou autre. On en fait tous les jours au cabinet avec juste la petite précaution pour les entretiens préalables. On ne peut pas les faire par visio. Oui, exact. Ouais. Pas prévu par le Code du travail et ça n'a jamais été validé par la jurisprudence. Donc les entretiens préalables, c'est un entretien, je rappelle, très spécifique puisque c'est un droit de la défense. Donc la personne, il faut la convoquer classiquement en prenant large pour les délais parce que c'est la première présentation à la Poste. Donc en général, on fait un courrier recommandé plus mail avec demande d'avis de réception au salarié pour s'en assurer. Et derrière, on lui met en plus dans l'autorisation de déplacement dérogatoire professionnel pour se rendre à l'entretien préalable. Et après, lors de l'entretien préalable, il vient pas, c'est un droit de la défense. Accompagné ou pas, c'est un droit de la défense. Et après, on respecte bien le délai de 2 jours et on peut notifier. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Rupture conventionnelle, sujet bouillant. Alors, sujet bouillant, rupture conventionnelle. La difficulté, vous allez me dire, les ruptures conventionnelles, il n'y a rien qui change. Je rappelle le principe de la rupture conventionnelle. Je signe ma rupture conventionnelle, j'ai un premier délai de 15 jours calendaires de rétractation, puis un deuxième délai de 15 jours ouvrables d'homologation. Donc j'envoie à l'issue de mon délai de rétractation un courrier recommandé à l'administration qui a 15 jours pour homologuer.
Habituellement, pour les salariés non protégés, bien sûr, l'homologation est souvent tacite, c'est-à-dire que l'administration ne fait rien et au bout de 15 jours ouvrables, ça fait à peu près 3 semaines calendaires, on considère que le contrat est rompu, on envoie les documents de rupture aux salariés à la date prévue dans la convention qui a été signée 45 jours à peu près avant. Et rouler jeunesse, fin des opérations, solde de tout compte. La difficulté, c'est que l'administration, le gouvernement a été autorisé par une loi d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance pour modifier les délais, suspendre les délais, ce qu'il a fait dans une ordonnance. Et il y avait les 2 délais, par des textes différents, étaient suspendus à notre sens. Alors la difficulté pour le premier délai de rétractation qui était suspendu, c'est qu'il n'y avait pas de parade juridique, je parle bien au passé, puisqu'un texte est sorti dans la nuit, et on conseillait aux clients, donc on va peut-être revenir sur les trois cas, s'il te plaît, Laurent. Ouais, alors sur les 3 cas, donc le premier cas, parce que c'est en fonction donc des textes, mais la date à retenir, c'était celle donc du 22 février. Pardon? Tu peux le mettre sur le... Ah oui, pardon. Voilà. Donc, on voit pas très bien. Le premier cas, donc à partir du moment où on signe une rupture conventionnelle et que la fin du délai d'homologation, donc d'instruction de la directe, expirait avant le 22 février 2020, donc là, pas de souci. Rupture, la rupture était effective, voilà. Donc pas de souci. En revanche, le cas numéro 2, c'est lorsque la demande d'homologation donc était reçue après le 22 février. Donc là, le délai de rétractation donc était antérieur, donc le délai de rétractation a fonctionné, a été purgé, voilà. En revanche, le délai d'homologation, si l'on suit justement les textes, était suspendu. Donc délai d'homologation, donc on n'avait pas l'autorisation implicite de par l'administration donc d'une rupture effective. En revanche, on avait la possibilité de pouvoir interroger l'administration et de demander une homologation express. Et auquel cas, à partir du moment où on avait une décision d'homologation express, la rupture du contrat était donc celle qui était à la date qui était prévue sans aucune difficulté. En revanche, à défaut d'homologation express, là, ce délai-là était suspendu. Donc, ça voulait dire qu'il fallait attendre la fin de l'état d'urgence pour finalement... plus un mois, voilà, donc au 24 mai et 24 juin, et reprendre donc le délai de 15 jours par rapport au délai d'instruction pour finalement acter de la rupture du contrat. Donc pour une rupture conventionnelle qui aurait été signée en mars, finalement la rupture du contrat n'aurait pas été en fin mars ou mi-avril, mais plutôt en juillet. Et pareil pour le cas numéro 3, où là le cas plus difficile puisque le délai de rétractation donc intervenait du coup après donc la date du 22 février. Donc ça voulait dire que délai de rétractation et délai d'instruction étaient suspendus. Donc clairement on signait une rupture conventionnelle, mais dont la date de rupture ne pourrait intervenir que durant l'été et avec des délais qui commenceraient à courir donc à la fin de l'état d'urgence. Donc vraiment difficulté et inquiétude de nos clients sur ces ruptures conventionnelles. Parce que la problématique à laquelle on est confronté, et à laquelle vous avez peut-être été confronté, c'est que les ruptures conventionnelles qui étaient en cours, donc signées, est-ce que j'envoie le solde de tout compte ou pas? Bon, dans le cas numéro 2, la réponse par rapport au délai, c'était oui, mais il faut une demande express. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous faites une demande à l'administration avec votre numéro normalement d'enregistrement. Encore faut-il être passé via le portail en fait TéléRC. Voilà, mais sinon vous pouvez quand même appeler votre inspecteur du travail pour obtenir un numéro qui vous permet, vu la situation, quand les deux parties, par exemple si le salarié a un autre emploi ou autre, globalement les inspecteurs du travail ont joué le jeu. On a beaucoup d'homologation express dès qu'on le demande et que l'inspecteur il appelle le salarié. Si le salarié lui dit oui, il faut vraiment rompre le contrat, il n'y a pas de difficulté, on a l'autorisation express. Ça permet de sécuriser la rupture. La difficulté qu'on avait, c'était sur les délais de rétractation, donc le premier délai qui n'était pas purgé, parce que
même si on avait une autorisation express, on avait toujours le risque juridique de se dire, ah ben oui, mais l'ensemble de la procédure de rupture conventionnelle est annulable pendant 1 an, donc risque c'est la nullité, c'est le pire ennemi du juriste, parce que il va au prud'homme, il demande la nullité, il l'a à tous les coups. Disons qu'en fait, on aurait eu l'homologation de la part de l'administration, donc ça c'est une chose, donc ça permet quand même de sécuriser quand même la rupture. Néanmoins, ce délai de rétractation étant suspendu, effectivement, il y avait la crainte que le salarié, a posteriori, puisse faire valoir l'impossibilité de justement d'avoir pu exercer, l'impossibilité d'exercer son droit de rétractation et donc d'agir en nullité. Et effectivement, avec un délai de prescription d'1 an. Donc, ça voulait dire qu'effectivement, plusieurs mois après, le salarié aurait pu dire, mais finalement, ma rupture, elle est nulle. Donc, nullité, je vous rappelle, de la rupture conventionnelle, c'est quand même les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'était catastrophique en termes de sécurité juridique, bien que pour la plupart des cas, c'est assez théorique, mais bon, cas, surtout dans des structures associatives, on sait comment un prud'homme peut mettre à mal l'association. Donc, la bonne nouvelle de la nuit, c'est qu'il y a une ordonnance du 15 avril rectificative qui est venue dire que le présent article, donc qui suspendait tous les délais jusqu'au 24 juin, n'était pas applicable au délai de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévu par la loi ou le règlement. Donc concrètement, il n'y a plus de cas numéro 3. Il n'y a que K1, affaire classée, ou K2. Donc, il faut une autorisation express de l'administration. Donc, je répète, le cas numéro 3 n'est plus applicable depuis cette nuit. Enfin, donc c'est ce qu'on appelle une ordonnance interprétative. Donc, ça s'applique pas à compter d'aujourd'hui, ça s'applique sur avec un effet rétroactif en cours. Donc, concrètement, si vous êtes dans le cas numéro 2, vous avez signé votre rupture conventionnelle la semaine dernière. Voilà, le délai de rétractation de 15 jours, il dure 15 jours. Et après, on fait la demande d'homologation. Il faut juste avoir une homologation express. Par contre, la réserve sur le fait que l'homologation tacite ne court pas, ça n'a pas été modifié par le texte. On est toujours dans le cas numéro 2. Il faut une homologation express. Voilà, donc c'est beaucoup plus rassurant pour nous les juristes, puisque oui, on a une solution à apporter. Voilà. Est-ce possible de faire l'entretien à distance? Non. Non, effectivement, la règle, c'est l'entretien physique. Donc là, effectivement, en tout cas, pour rassurer le salarié, il faut bien lui indiquer le respect des mesures barrières et puis ne pas oublier aussi de joindre le justificatif de déplacement professionnel pour se rendre à l'entretien. Voilà, donc c'est bien, oui, il faut qu'il signe les documents. On est sur un acte sous seing privé, donc autant d'exemplaires de la convention que de parties. Donc, il y a un risque juridique de le faire à distance, donc c'est mieux de le faire en présentiel dans la mesure du possible. Voilà, après, ça, c'est la théorie. Nous, on a beaucoup de clients qui le font, où ils s'envoient les courriers, etc. Voilà. Surtout pour la rupture. Il faut évaluer le risque, si c'est le salarié qui est vraiment en demande, etc. Bon, s'il ne veut pas se déplacer, mais c'est quand même mieux de le faire venir. Il signe, ça ne prend pas longtemps. C'est le point de départ du délai de 15 jours calendaires. On est droit dans nos bottes, c'est propre. C'est mieux d'un point de vue juridique. Ensuite, donc si une homologation express, on peut faire une RC en ce moment. Réponse, oui. Sinon, on est dans le cas numéro 2, c'est-à-dire qu'on peut signer le salarié une rupture conventionnelle maintenant, faire courir le délai de 15 jours, donc celui-là, il n'est pas suspendu, donc il faudra le respecter, bien sûr, le délai de 15 jours calendaire de rétractation. Ensuite, on envoie en recommandé à l'administration. Et là, il faut une autorisation d'homologation express, donc ces 15 jours, ça reste 15 jours ouvrables, donc vous vous projetez à 45 jours quand vous signez. Si on est passé par télé-RC, on fait comment pour avoir cette homologation express? Logiquement, on vous a attribué un numéro d'enregistrement que vous deviez conserver. Et au moment, donc, passer le délai de rétractation, au bout de 15 jours, vous vous reconnectez sur le portail et vous avez un onglet télétransmettre la demande, je ne sais plus exactement. Et là, on vous demande le numéro d'enregistrement et logiquement, à la fin du délai d'instruction, plutôt, oui, je me suis trompée, pas de délai de rétractation, mais d'un délai d'instruction, logiquement, vous avez une décision. Voilà. Si vous n'êtes pas passé par télé-RC, il faut contacter l'administration par mail. Voilà. Alors, on a les adresses mail, Lorraine. Alors, je sais pas, oui.
On pourrait peut-être éventuellement vous les communiquer. Demander, on vous les fera passer les adresses mail. Si vous avez un inspecteur du travail attitré, allez-y, il fera le lien. Ah oui. Sinon, il y a une adresse mail spécifique pour les ruptures conventionnelles, au même titre qu'il y en a une par UD pour les activités partielles, il y en a une par UD pour les ruptures conventionnelles. Quel est le risque de faire l'entretien à distance? Le risque, tout dépend en fait, parce qu'effectivement, là où Arnaud a raison, c'est que si vous avez procédé par mail sous forme de scan, etc., ça peut peut-être quand même passer, surtout que, rappelez-vous, dans le cadre de la rupture conventionnelle, on n'est pas soumis véritablement aux mêmes règles que dans le cadre de la procédure de licenciement, notamment vis-à-vis des délais et autres. Après, là où c'est mieux, où il faut privilégier l'entretien physique, c'est qu'effectivement, on a les signatures, les signatures, qui sont. Il faut autant d'actes sous seing privé que sur un acte sous seing privé, il faut autant d'originaux que de parties, donc il en faut deux. Il y a déjà eu des cas de nullité de rupture conventionnelle parce que j'avais pas deux exemplaires originaux. Donc clairement, moi, je ne vous le conseille pas. Surtout qu'il y a un deuxième écueil juridique, c'est que si vous êtes moins de 11, le salarié peut être accompagné, même si vous êtes plus de 11, et une personne ne peut pas se déplacer ailleurs que dans les locaux de l'employeur. Donc la personne qui est mandatée qui est autorisée par arrêté préfectoral à assister les salariés pour les entretiens disciplinaires et les entretiens de rupture conventionnelle, il ne peut pas aller ailleurs que dans un local professionnel. Il ne peut pas aller chez la personne. Donc, ça vicie la procédure. Voilà. Bon, après, c'est théorique, mais je vous dis, le risque, c'est la nullité. À la fin du délai... C'est celui-là, non? À la fin du délai de... je ne suis pas passé par télé-RC. Oui. À la fin du... si vous n'êtes pas passé par télé-RC, vous faites comme d'habitude. C'est l'envoi postal. À la fin du délai de rétractation, peut-on envoyer le CERFA sous forme dématérialisée? Alors, je sais pas. Clairement, je sais pas si on peut en cours. On envoie quoi, le CERFA à l'administration? Je pense qu'il pose peut-être la question. S'ils ont signé mais ils sont pas passés sur le portail directement, je sais pas. Oui, parce que peut-être préciser la question éventuellement. Pour envoyer une fois que le délai de rétractation est purgé, je dois envoyer à l'administration le CERFA, effectivement, demander une homologation. Le texte nous dit par lettre recommandée ou télé-RC, donc c'est lettre recommandée. Après, voilà, si vous appelez là, pour le coup, ça ne viciera pas forcément la procédure. Si l'inspecteur du travail vous dit faites comme ci, faites comme ça, c'est de la cuisine, il vous homologue, là, c'est une problématique de délai, donc c'est de preuve de l'envoi. Donc, si l'inspecteur du travail vous accuse de réception en disant autorisation et vous donne l'homologation express le lendemain, c'est gagné. Mais là, il faudrait contacter l'administration parce que normalement, la règle, c'est lettre recommandée ou télé-RC. Après, la difficulté, c'est toujours avec les services postaux. Vendée, ok, on vous la donnera. Je veux bien l'adresse mail du Calvados. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est standard. Il faut juste changer le numéro du débat. Mais on vous la donnera. Oui, envoyer le CERFA à l'administration. Voilà, c'est recommandé ou télé-RC. Donc, sauf si l'inspecteur du travail vous dit banco, envoyez-le-moi sur cette telle adresse et je vous. Voilà, moi, dès que j'ai eu un problème depuis maintenant 12 ans qu'existe la rupture conventionnelle, avec des histoires de délai, etc., d'erreurs matérielles, de montant minimum, de mauvais calcul des délais de rétractation ou autre, on appelle l'administration et si le salarié qui vont appeler aussi, il est dans la même démarche que vous de vouloir rompre le contrat, à chaque fois, l'administration trouve une solution pour juridiquement sécuriser et faire passer la RC. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette ordonnance rectificative, c'est que les directs se sont plaints de fait de suspendre toutes les ruptures conventionnelles parce que les salariés les appellent tous les jours en disant mais je comprends pas, moi j'ai un nouveau boulot, faut me rompre mon contrat ou j'ai un projet professionnel, ça bloque, etc. Donc on voit bien que ils sont plutôt moteurs. Je rappelle la rupture conventionnelle, c'est les parties sont d'accord pour se marier, elles sont d'accord pour divorcer. C'est d'un commun accord. Ce que les parties ont voulu, elles peuvent. Donc il y a le commun accord, il y a le consentement. Donc toute cette procédure de rétractation, homologation, c'est juste une garantie pour s'assurer que le consentement du salarié n'est pas vicié, qu'on lui a pas mis un pistolet sur la tempe. Non, tu ne signes pas, je te vire. Donc, si le salarié est clair dans son discours avec l'inspecteur qui l'aura au téléphone, on trouve toujours des solutions arrangeantes. Voilà.
et sécurisé juridiquement, c'est mieux. Pour vous rassurer sur les ruptures conventionnelles, je crois qu'il y en a plusieurs centaines de milliers par an. Nous, au cabinet, sur l'ensemble des dossiers judiciaires, on va dire 600 dossiers en cours, on doit en avoir 3 qui concernent les ruptures conventionnelles. Donc, c'est quand même très rare qu'il y ait du contentieux sur la rupture conventionnelle. Mais bon, il faut quand même bien faire les choses et respecter les dispositions du Code du travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les RC? Sinon, on va peut-être conclure sur le dernier point. On va passer peut-être un peu plus vite. Alors, les IRP. Nos fameux représentants du personnel. Alors, les représentants du personnel. Bon, concrètement, ah oui, on n'a pas mis la fiche à jour parce qu'elle a été mise à jour. Il y a eu un texte entre-temps. Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose. Juste pour garantir le vote. Il n'y a pas grand-chose qui change. Non. Donc, sur les réunions dématérialisées par visio, conférence téléphonique, messagerie instantanée, donc ça a été rendu possible compte tenu de... Ben là, d'ailleurs, nous sommes en e-conférence, ben c'est également possible. Alors, ça ne change pas au niveau des délais de convocation, des ordres du jour, des personnes présentes, des modalités de vote, hein. C'est-à-dire que c'est les titulaires, etc. Donc, il n'y a rien qui change, mais on permet plus facilement d'imposer la conférence téléphonique, alors qu'avant, c'était pour votre gouverne, limité à 3 fois par an. Je passe vite si vous avez des questions, parce que l'heure avance. Donc les représentants du personnel, bon, il y a eu des prorogations de mandat, du fait qu'il y a cette période, quand il y avait des élections en cours, on verra rapidement. Là aussi, les élections ont été suspendues et devront être reprises à l'issue de la période sanitaire. Disons que effectivement pour les mandats des élus qui devaient éventuellement se terminer avec du coup la mise en place des élections et autres, bon là comme effectivement le process des élections est lui-même suspendu, de fait le mandat des représentants du personnel est prorogé également. Voilà, c'est l'idée. Donc surtout en fait ce qui est important, c'est dans le cas de la protection. Si jamais vous deviez vous rompre le contrat d'un représentant du personnel, donc d'un salarié dit protégé, il faut faire attention justement à cette prorogation des mandats et donc à l'allongement de la protection. Yes. Et alors petit conseil sur la fiche d'après pour conclure. Petit conseil global. Sur la suspension, oui, c'est ça. Ah non, ça à la limite. Oui. Dire... Non, mais par contre, ce qui peut être important, c'est pour les GE qui n'auraient pas été à jour de leurs élections. C'est-à-dire que, vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, il y a l'obligation de mettre en place le comité social et économique. Certains ne sont donc pas en conformité avec ces dispositions. Sachez que le texte dit clairement que en fait, on a 3 mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence. Donc, dans les 3 mois qui suivent le 24 mai, on a donc, en tout cas, il laisse la possibilité à ces entreprises-là de se mettre en conformité. Donc, notamment, ça peut être le cas, imaginons, d'un GE qui a plus de 50 salariés, qui n'a donc pas mis en place le CSE, qui pour autant a fait une demande d'autorisation d'activité partielle et qui donc devait consulter son CSE et donc qui a donc 2 mois pour transmettre l'avis, etc. C'est vrai qu'on pourrait se demander sur le remboursement des sommes perçues, etc. puisque pas à jour de ces élections. Mais voilà, il y a la possibilité donc de régulariser a posteriori. Donc c'est quand même un point important. Mais sinon, pour toutes les élections qui ont débuté en début d'année, que ce soit au niveau du premier tour ou second tour, tout est suspendu et on reprendra du coup à la fin de la période de l'état d'urgence. Yes. Et dernier point sur le... Après, il y a des questions qui sont en train d'attaquer. Juste le dernier slide, parce que c'est plutôt un conseil pratique d'expérience. Si vous êtes en arrêt total ou même partiel, il faut anticiper la reprise d'activité. Il faut maintenir le lien avec les équipes. Alors, quand vous avez des représentants du personnel, moi, j'ai vraiment conseillé à l'ensemble de nos clients de faire une réunion extraordinaire toutes les semaines pour maîtriser la communication, faire le point sur les adhérents qui éventuellement sont arrêtés, ceux qui veulent reprendre. Si on reprend... donc là, on n'a pas abordé aujourd'hui, c'était très technique, mais toutes les problématiques de santé et de sécurité qui sont essentielles.
Donc, il y a les préconisations gouvernementales que vous connaissez, qui sont extrêmement bien explicitées dans le question-réponse du ministère, que je vous invite à appréhender, 2, à bien communiquer à l'ensemble de vos salariés qui sont amenés à intervenir sur site, plus les préconisations spécifiques par secteur d'activité, le BTP par exemple, avec les préconisations de l'OPP-BTP qui ont été validées par le gouvernement. Donc sur la reprise des chantiers, il faut vraiment respecter scrupuleusement. Il y a des fiches métiers, donc il y a les coiffeurs, les garagistes, les caissières, les transports routiers. Donc si vous avez des salariés concernés par ces métiers-là, il faut impérativement communiquer avec votre CSE sur les conditions sanitaires de leur reprise ou de leur maintien d'activité, même s'ils sont en tout ou partie arrêtés pour la reprise. Donc, il y a beaucoup d'angoisse chez les salariés, beaucoup de risques psychosociaux. Là, je parle des salariés qui vont chez les adhérents. Sur la reprise, ils ont peur pour leur santé, pour transmettre le virus à leurs proches, etc. Donc, s'ils travaillent ou s'ils doivent reprendre, faut vraiment anticiper ça avec le CSE si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, avec vos adhérents sur les modalités concrètes. Je rappelle que les conditions de travail pour un GE, il y a une ventilation entreprise utilisatrice ou adhérente GE. Donc, il faut travailler en amont de la reprise effective sur le respect des gestes barrières. Concrètement, est-ce qu'il va être seul dans son bureau? Est-ce qu'il y a une désinfection, etc. Est-ce qu'il y a un référent Covid-19 chez vous déjà? Est-ce qu'il y en a un au sein de l'entreprise adhérente utilisatrice? Donc, il faut vraiment anticiper tout ça en amont, maintenir le lien. Les salariés ne sont pas en vacances quand ils sont en activité partielle, pouvoir de direction. Ils peuvent reprendre dès demain, si je leur demande, c'est le pouvoir de direction. Donc, s'ils ne reprennent pas demain alors que j'aurais demandé, ils sont en absence injustifiée, non rémunérée, et c'est sanctionnable. Mais il ne faut pas qu'ils puissent opposer le droit de retrait en disant vous n'avez pris aucune mesure. Si, regardez, on vous avait écrit en amont avec le CSE quand il y en a un. Voilà ce qu'on a mis en place pour tel adhérent. Donc voilà, ça fait un surplus de travail important pour vous, mais qui est indispensable. Et on ne vous reprochera pas d'avoir été extrêmement précautionneux, parce que c'est déjà une obligation légale, l'obligation de sécurité de résultat, mais c'est surtout prendre soin de ces salariés, surtout qu'ils ne sont pas forcément chez vous in situ, ils sont chez des adhérents, donc c'est d'autant plus complexe à anticiper. Donc là, si vous êtes en arrêt total ou les adhérents, c'est bien de faire le lien avec eux régulièrement, tenir informer les salariés, un coup de téléphone pour savoir quand est-ce que la reprise est envisagée, sur quelle volumétrie d'heures ça va repartir. Donc ça, c'est vraiment votre rôle de chef d'entreprise ou pouvoir de direction de l'employeur. Donc ça, c'est par rapport aux acteurs qui sont sur le terrain, avec le CSE quand il y en a un, toutes les semaines, et les managers, s'il y en a intermédiaires ou vous directement, appelez les salariés pour prendre des nouvelles et puis anticiper la reprise, les tenir informés. L'idée, c'est d'occuper le terrain, dans cette période où il y a beaucoup de stress, d'anxiété, d'informations diffuses et confuses parfois. D'où l'importance de les rassurer et de faire preuve de transparence. Ne pas hésiter à faire des petits points, même sur des mailings à tous les salariés, quand vous n'avez pas de CSE, pour communiquer avec eux sur où est-ce qu'on en est. On a eu l'autorisation partielle, voilà, on va privilégier ça. La reprise, tel adhérent, il est arrêté, l'autre, il envisage de reprendre, on vous tiendra informé. Voilà. N'hésitez pas à communiquer, occuper le terrain, on ne vous le reprochera pas. Et un deuxième point, et pas des moindres, qui va vous concerner, vous, parce qu'il y a une surcharge de travail, ceux qui font la paye, l'organisation, dans un contexte dégradé. Le télétravail tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pas du télétravail classique, c'est du télétravail subi, avec, là vous les avez pas vus, mais les gamins qui sont derrière, qui braillent, etc. Donc on est sur c'est pas un confort de travail habituel, il y a beaucoup de nouveaux textes, beaucoup de gens qui sortent de leur zone de confort, puisque en plus ils prennent le stress des salariés qui vont gagner moins qu'habituellement. Donc ça peut générer tout un tas de tensions, de risques psychosociaux. Donc mettez bien à jour votre document unique groupement d'employeurs sur cet aspect-là, s'il n'y avait pas de télétravail avant. Et s'assurer que l'adhérent a mis à jour également le document unique. Voilà. Demandez bien à vos adhérents de mettre à jour, s'il a mis à jour son document unique sur le Covid-19, les risques et les mesures prises justement pour éviter la réalisation du risque. Parce que c'est le document qui permettra justement de justifier des mesures prises justement pour éviter toute contamination. Donc là, effectivement, là-dessus,
Alors c'est vrai que on avait prévu d'y consacrer un peu plus de temps et voilà, on est passé plus sur les points techniques, mais la santé, c'est quand même l'objet même de cette crise, parce que c'est une crise sanitaire. Donc, le rôle du chef d'entreprise, c'est de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent d'éviter la réalisation du risque. Donc, le risque, il est identifié, Covid-19, donc mise à jour du document unique chez vous, chez l'adhérent. Le risque télétravail, risques psychosociaux, conditions de travail dégradées, avec les enfants sur un flot d'informations, une surcharge de travail pour certains, évidemment. Autant d'autres n'ont plus de travail, parce que l'adhérent a fermé, autant les supports ont une surcharge de travail, donc il faut l'anticiper. Il faut aussi avoir un œil sur la sécurité informatique. Vous voyez, là, on est sur le portail du CRGE qui est évidemment sécurisé. Mais voilà, notamment les conférences par Zoom, il faut faire attention parce que c'est absolument pas sécurisé. Donc, les pirates informatiques peuvent accéder à votre serveur s'il n'est pas bien. Donc, vous voyez avec votre prestataire informatique. Enfin, il y a tout un tas de précautions à prendre en plus du stress du baisse de chiffre d'affaires qui sont pas simples à gérer, à appréhender. Donc, sous cet angle-là, un risque psychosociaux pour les salariés, pour vous-même. Donc, essayez de travailler ces questions-là, occuper le terrain, notamment si vous avez des salariés qui sont isolés, qui avaient que le travail dans leur vie. Si on leur demande d'être en télétravail ou d'être chez eux, ça va participer à un certain isolement. Un isolement qui peut être compliqué à gérer. Donc, bien sûr, c'est pas vous qui allez forcément le faire au quotidien. Il y a des structures pour ça, mais en tout cas, orienter la personne vers le médecin du travail, alerter le médecin pour qu'il prenne attache avec la personne, etc. Bon, il y a tout cette surveillance du fait de ne pas être au quotidien avec les gens. Alors, c'est déjà un peu votre cas, puisque les gens ne sont pas chez vous, mais ils sont quand même chez l'adhérent, donc ils ont un contact social qu'ils n'ont plus forcément aujourd'hui, qu'ils soient en télétravail ou en activité partielle totale, ou les deux. Donc voilà, c'est occuper le terrain, via le CSE, s'il y en a un, via vous en direct ou via les adhérents aussi. Donc, maintenir bien le lien, anticiper la reprise. C'est pas simple comme période pour tout le monde, ni pour les salariés, ni pour les adhérents, ni pour vous, j'imagine. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à anticiper cette reprise d'activité pour réorganiser le démarrage, surtout qu'il y a des sites, si vous avez des adhérents industriels, moi j'ai des clients, ils mettent 15 jours pour remettre l'usine en route, parce qu'il faut faire plein d'opérations de maintenance quand on arrête une machine, etc. Donc, tout ça, ça s'anticipe. J'imagine que vous avez déjà commencé à le faire, mais tracez tout par écrit, par mail, pour ce genre d'informations. Voilà, c'était des informations un peu générales en vrac sur la fin, moins techniques, mais plus RH, on va dire, et organisationnelles, mais qui me semblaient pertinente et importante à dire dans ce contexte un peu dégradé où on est pris par le flot des mails entrants que vous devez avoir aussi beaucoup plus important qu'habituellement. Voilà. Est-ce qu'on doit informer le CSE du nombre de personnes en arrêt lié au Covid ou en activité partielle? Est-ce que la liste peut être nominative? Il faut surtout pas le faire. Non. Au contraire, là c'est RGPD. Alors pour ça, il y a un excellent document de la CNIL sur les préconisations de la CNIL. Vous allez sur le site, ils ont fait une petite alerte juridique Covid justement pour les employeurs qui prenaient la température des salariés. Enfin, il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui a été fait, du fait de la situation exceptionnelle. Donc non, surtout pas de liste nominative, parce que la RGPD, c'est catastrophique. Par contre, des statistiques, oui, évidemment, ça vous pouvez donner, c'est pas obligatoire non plus. Ce qu'on doit informer. Non, il n'y a pas d'obligation, mais après, effectivement, par souci de transparence, effectivement, des stats d'arrêt liés au Covid ou autre, ça c'est effectivement possible, surtout dans les éléments à transmettre au CSE. Mais surtout ne pas de liste limitative, c'est au contraire, c'est proscrit. Nominative, ouais. Merci, parfait. Dernière question sur le télétravail. Pourquoi il y a la tête d'Arnaud Rambert qui n'a pas... Ah oui, parce que c'est notre équipe. Voilà, je fais défiler les officiers du cabinet. Alors, juste une dernière question sur le télétravail. Est-ce que les salariés peuvent demander une indemnisation financière pour les frais générés en téléphone, électricité?
Alors en la matière, c'est les règles du télétravail effectivement qui s'appliquent. Ça a changé ces dernières années où avant effectivement il y avait une obligation par l'employeur de prise en charge. Néanmoins, il résulte quand même encore donc de l'accord national interprofessionnel qui est toujours applicable en la matière. Et il est vrai que le principe étant que l'employeur doit prendre en charge les frais générés en téléphone et autres. Ouais, Pardon, vas-y. moi, j'ai une posture un peu, c'est pas trop juridique. Je suis d'accord sur l'angle juridique, l'accord national interprofessionnel. Bon, Oui, il préconise la prise en charge. préconise. Moi, je considère que le télétravail, quand c'est fait d'un commun accord en mode normal, oui, il faut prendre en charge les frais et prévoir, effectivement, plus sur ça, prévoir un forfait de 10 euros par jour, c'est ça? C'est 10 euros par jour, ouais, la limite d'indemnisation, exonération, et 50 euros du coup Quand on est par mois. 50 euros si on est. C'est 50 euros par mois sur 5 jours de télétravail. C'est ça. Donc oui, dans l'absolu, il faut le prévoir. Là, on est dans une situation où c'est un peu contraint, c'est-à-dire que c'est pas l'employeur qui l'a voulu, c'est pas le salarié qui l'a voulu, c'est la situation sanitaire et un texte légal. Donc je vais dire, c'est pas vu qu'on est en régime très dérogatoire, je pense que dans l'absolu, on n'est pas tenu juridiquement de verser quoi que ce soit aux salariés en plus. Euh, Situation inédite, réponse du inédite. fait, moi je suis employeur, déjà je me prends une claque en termes de chiffre d'affaires, en plus ça va me coûter plus cher. Voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Voilà. Juridiquement, ça ne vaut pas grand-chose ce que je vous dis là, mais bon, ça, c'est plutôt du bon sens de l'équité. Mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas de règle en la matière. Moi, j'ai des clients qui ont pris des postures dans un sens ou dans l'autre. On a fait des recherches un peu poussées. Globalement, on peut dire tout et son contraire, et c'est le juge qui tranchera compte tenu de la situation inédite. On n'est pas en mode classique de télétravail. Voilà. Attention, sous réserve qu'il n'y ait pas un accord chez vous, une charte qui prévoit très scrupuleusement comment ça fonctionne. En quel cas, il faut appliquer la charte ou l'accord, hein, bien sûr. Pour l'activité partielle et cadres au forfait jour, pourrez-vous nous transmettre des informations, notamment par rapport à l'indemnisation? Pas de souci. Oui. Quand on aura, de toute façon, on fait des newsletters qu'on transmet au CRGE, donc on vous fera. Ils relayeront l'information, ouais, parfaitement. Okay. Sachant que, j'ai pas lu dans le détail, hein, mais il y a eu sur les cadres dirigeants cette nuit, mais je crois pas sur les forfaits jours. Mais ça devrait sortir là. Hein. De toute façon, il faut que ça sorte impérativement avant les payes. Donc, j'imagine que Mais il semblerait qu'une journée soit l'équivalent de 7 heures et une demi-journée 3h50. Quoi. Mais effectivement, on attend des précisions là-dessus.